Salut à tous. Salut. Bon, alors, je vous l'ai dit en story, aujourd'hui, on enregistre le pronostic et l'analyse du combat main event de l'UFC 269 qui aura lieu ce week-end dans la nuit du 11 au 12 décembre, qui va opposer Charles Oliveira, tout court, je sais pas pourquoi je lui rajoute une particule, parce qu'avec la ceinture, voilà, avec la ceinture, il a pris de la noblesse, c'est pour ça. Donc Charles Oliveira contre Dustin Poirier. Et donc voilà, un combat qu'on avait envie de voir et qui est super excitant pour la ceinture des poids légers. Donc on est content de voir ce combat tout simplement parce que Charles Oliveira n'est pas forcément le champion le plus respecté, étant donné qu'il est arrivé après le départ en retraite de Khabib Nurmagomedov. Et donc voilà, en fait. Et surtout après beaucoup de défaites. Après beaucoup de défaites, Charles Oliveira ? Enfin, là, il est sur une grosse série de victoires, oui, voilà. Mais il a eu beaucoup de défaites, tu vois. Il a eu 8 défaites. On en parlera tout à l'heure. Ce qui est beaucoup à l'heure où on regarde maintenant les palmarès vierges. C'est un peu la mode maintenant. Oui, c'est la mode maintenant, mais bon, après, quand tu vois le ratio entre 31 victoires et 8 défaites, bon, c'est quand tu finis ta carrière sur ce ratio-là, ça va. Ah non, je parle pas pour bien. moi. Oui, non, mais je sais que tu parles pas pour toi. On parle pour ceux qui fantasment sur les palmarès vierges. D'ailleurs, il y a Dominique Cruz qui a dit il y a pas longtemps que les palmarès vierges, c'était parce que les athlètes ne se mettaient peut-être pas assez face à des grosses concurrences et donc que c'était. J'ai vu ça. Voilà, donc et je partage son point de vue. Enfin, pour moi, un palmarès vierge, c'est pas forcément gage de quelqu'un de bon. Tout dépend de qui t'affronte. Ouais. Donc voilà, c'est d'ailleurs pour ça qu'on aurait bien voulu voir continuer la carrière de Khabib, justement pour voir, on en a déjà parlé, hein, mais affronter d'autres personnes, d'autres profils, comme justement un Charles Oliveira qui lui aurait pu apporter quelque chose au sol que personne d'autre lui a apporté, comme ça aurait pu être le cas avec Tony Ferguson, le combat qui n'a jamais eu lieu et qui aurait pu lui apporter quelque chose que personne d'autre lui a apporté. Comme on a déjà dit, le combat qu'on n'aura jamais vu et qui n'aurait jamais pu se faire, mais qu'on aurait rêvé de voir, toi et moi, c'est contre Ryan Hall, parce qu'il aurait apporté quelque chose que personne d'autre lui a apporté. Et donc voilà, ouais. Et voire même le voir faire une revanche, chose qu'il n'a jamais fait, avec quelqu'un qui aurait pu analyser son style et puis travailler en conséquence pour le raffronter. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui bat plusieurs fois un adversaire. Là, on n'a jamais eu ce cas de figure avec Khabib. Donc, palmarès vierge, mais sous certaines conditions. Donc voilà, là, on a effectivement 8 défaites, mais 31 victoires, une sacrée série, le plus gros soumetteur de l'UFC. Donc voilà, bon, c'est quand même un excellent combattant. Un excellent combattant qui a fait ses preuves. Alors, peut-être pas contre le top du top, justement. Mais voilà, il a quand même voilà, survolé ses combats et puis il est monté en puissance jusqu'à atteindre cette ceinture. Et nous, on l'attendait depuis très longtemps qu'il ait cette chance à la ceinture. Il a su la saisir avec la manière. Et aujourd'hui, il aura un vrai test. Et on espère, nous, voilà, peu importe le pronostic qu'on vous donnera à la fin, on espère sincèrement qu'il passera ce test pour être respecté. Ouais. Et pour l'histoire, parce que voilà, c'est quelqu'un qu'on apprécie, et il vient du jiu-jitsu brésilien, donc voilà, on a, bon, Dustin Poirier aussi, tu me diras, mais en tout cas, là, voilà, l'empreinte, elle est un peu plus marquée, et c'est quelqu'un qui nous fait plaisir à voir, et on espère qu'il arrivera à maintenir son titre et à le défendre avec succès. Donc voilà, mais bon, ça n'engage pas notre pronostic de fin de podcast. Non. On peut vous surprendre. On va être objectif. Bien sûr. On va être objectif. On sera objectif. Donc, cet événement, l'UFC 269, aura lieu à la T-Mobile Arena. Ouais. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors, il y a le co-main event aussi pour une autre ceinture, Amanda Nunes contre Juliana Pena pour les poids coqs. Donc, Amanda Nunes va défendre sa ceinture. Bon, on va être très honnête avec vous, on va pas en parler, on va pas perdre de temps avec ça parce que tout simplement, Amanda Nunes survole tellement facilement la concurrence que... Voilà, on va être très honnête, on la voit encore une fois s'imposer. Ouais, assez facilement en plus. Et assez facilement. Je vois pas Juliana Pena lui mettre assez de résistance et de proposer assez de choses
Après, on peut peut-être se tromper, hein, mais pour la battre. De toute façon, à partir du moment où on l'a vu survoler et surclasser Cyborg, c'était la... Voilà, Cyborg, c'est l'élite du MMA féminin et elle s'est fait mettre KO par Amanda Nunes. Alors, on en parlait juste avant, effectivement, l'issue aurait pu être tout autre. Moi, je pense aussi, comme toi, qu'elle s'est fait surprendre et qu'elle s'attendait pas à ça. Ouais, ça s'envoyait des parpaings des deux côtés, donc... Ouais. Mais bon, elle l'a quand même mis KO. Elle a quand même défendu plusieurs fois sa ceinture face enfin dans les deux catégories, face à toutes les personnes qui se sont mis face à elle, toutes les personnes qui se voyaient la battre et qui étaient sûres et persuadées que c'était la féminine qui arriverait à prendre son titre. Et force est de constater qu'elle est trop forte. Elle monte en puissance, elle est forte partout, elle est forte en boxe, elle est forte en lutte, elle est forte au sol. Elle choisit en fait la manière dont elle va finaliser un combat. Elle est intelligente en plus. Elle est intelligente, voilà. Et elle prend du plaisir. Tu le vois dans les ralentis, même dans les combats on s'en rend compte, mais dans les ralentis on s'en rend encore plus compte. Elle a le sourire. Quand elle touche, elle a le sourire. Elle est là, elle a envie de finir ses combats. La seule féminine, et on le dit depuis longtemps, contre qui on aimerait la voir recombattre encore une nouvelle fois, c'est contre Shevchenko. Et donc voilà, si un jour ça se fait, là on se permettra de faire une vraie analyse et un vrai pronostic. Mais bon, pour l'instant en tout cas... Elle peut dormir sur ses deux oreilles. Voilà, on la donne vainqueur. Donc on va se concentrer sur un combat qui est un peu plus disputé, Charles Oliveira contre Dustin Poirier. Alors, on va commencer comme d'habitude par donner les petites informations des deux combattants sur leur taille, la longe et leur Sherdog. Donc, Oliveira, on va commencer par le champion. 1m78 pour une allonge d'1m88, 31 victoires, 9 KO, 19 soumissions. 19 soumissions, ça c'est énorme. C'est exceptionnel. 3 décisions, et il a 8 défaites, 4 par KO, 3 soumissions. Bien qu'il a 19 soumissions et que c'est le meilleur soumetteur de tout l'UFC, il a quand même subi 3 soumissions, on verra ça par la suite, et une décision. Quant à Dustin Poirier, légèrement plus petit, 1m75, une allonge par contre qui n'est pas légèrement plus faible, 1m82,9, ça fait quand même une sacrée différence. 28 victoires, 14 KO, 7 soumissions, 7 décisions. Donc on voit déjà... rien que là, en voyant ça, on voit déjà les empreintes des deux combattants. Il y en a un qui est plus axé sur la finalisation, sur la soumission, et l'autre qui est plus axé sur le KO. Le striking. Le striking. 6 défaites, 2 KO, 2 soumissions, 2 décisions. Alors ça, voilà. 2-2-2. Il a un tiers de chaque. Et donc voilà, et ça serait une belle opposition d'un droitier face à un gaucher. Ouais, attends, redis-moi la longe de Oliveira. 1m88 contre 1m82,9. Ouais, sacrée différence quand même. C'est une sacrée différence. Les deux restent sur face à un combat contre Chandler qui a un style qui sera pas le même que Poirier. En fait, les deux, de toute façon, ils ont affronté les adversaires qu'ils ont affrontés récemment. C'est pas des gens qu'ils ont l'habitude de voir. Enfin, c'est pas des profils qu'ils ont l'habitude de voir. Donc, c'est ça qui est bien, qui est intéressant. C'est-à-dire que ça soit Poirier qui a affronté 2 fois McGregor, qui est plus un striker, et Oliveira qui a affronté un Chandler qui lui va rentrer à la bagarre comme Poirier, mais différemment. Qui a un pouvoir de... Ouais, ça n'a rien à voir. Voilà, qui a un pouvoir de KO. Déjà, il est plus explosif, il part de plus loin. Oui. Ça n'a rien à voir. Il a un pouvoir de KO qui est supérieur, il a une lutte extraordinaire et surtout, il est impossible à soumettre. Ça s'est encore confirmé lors du combat, impossible à soumettre. Ce qui n'est pas forcément le cas de Dustin Poirier qui lui a subi, qui a été soumis 2 fois. Donc voilà. Après Dustin Poirier, on en parlera tout à l'heure, mais il a affronté tellement de guerres, il a affronté tellement de top de la catégorie, il a une expérience de dingue. On reviendra dessus par la suite. Donc, comme d'habitude, on va commencer par la boxe. Et on va commencer par le champion avec Oliveira. Alors, lui, c'est très simple.
c'est tellement marqué qu'il n'y a pas besoin d'être un fin analyste pour savoir quel est son style. Il a un style de boxe Muay Thai. Thai. Et voilà, le Muay Thai. De toute façon, il le revendique, il vient de la Shoot'e Box. Donc la Shoot'e Box, c'était une empreinte Muay Thai qui est ultra marquée. Hein. C'est les Wanderlei Silva, Shogun Rua. Donc voilà, on sait très bien que... D'ailleurs, Cyborg, on en parlait tout à l'heure, elle aussi, elle vient de la Shoot'e Box. Et on voit qu'ils ont une empreinte boxe Thai qui est ultra prononcée. Il a donc la boxe taille et ce qu'on peut remarquer aussi très facilement avec lui, c'est qu'il a de la longe et il sait très bien l'exploiter. Donc c'est pas quelqu'un qui a de la longe et qui va frapper avec les bras courts, tu vois, comme ça peut arriver. Ah ouais, il déplie complètement. Voilà, il est délié, il déplie complètement, il sait utiliser des armes qui vont avec son allonge, par exemple beaucoup de front kick, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il a les avantages et les inconvénients en fait de la boxe taille. Les avantages, c'est que il utilise toutes les armes possibles. Donc que ce soit jambes, coudes, genoux, pieds-points, voilà, il y a tout y passe. Mais l'inconvénient, c'est qu'il reste sur des enchaînements qui sont très courts, de maximum 3 coups. Maximum 3 coups. Et par contre, il est aussi, c'est pareil, c'est aussi un inconvénient de la boxe taille. Quand je dis inconvénient de la boxe taille, c'est dans le MMA. Dans le MMA, voilà, c'est que quand il envoie les jambes, elles sont isolées. Low kick isolé, middle isolé, front kick isolé. C'est pas comme en kickboxing où il y aura une liaison pied-point qui sera très prononcée. En général, en kickboxing, il n'y a pas un enchaînement qui finit sans une frappe de jambe, par exemple. On vient, que ça a commencé par une jambe ou par une attaque de poing, il y a souvent une jambe en sortie. Donc là en boxe taille, c'est pas le cas. Il va balancer de low kick, on l'a vu face à Chandler, il envoie low kick sale, low kick fort, donc calf kick. Par contre, il l'envoie avec une forte puissance, ce qui lui a permis de faire chuter son adversaire. Ouais, par contre là je suis pas sûr qu'il puisse l'envoyer, comme ils sont en garde inversée, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, quand tu es en garde inversée, en fait, tu as 2 solutions. Déjà, le calf kick, c'est très compliqué. Ouais. En garde inversée. Et le low kick, tu prends un risque du blocage. Tout simplement. Ouais, tu prends le risque du blocage. De prendre le genou. En fait, soit tu le travailles bien et tu arrives à mettre low kick intérieur cuisse. Mais bon, il faut que tu sois dans la bonne distance pour éviter de prendre la jambe arrière et de te tuer les orteils. Parce qu'à la longue, ça fait mal, même si c'est des combattants pro. Soit il faut que tu arrives à décaler pour pouvoir envoyer ton low kick. En fait, faire un pas de côté. Il faut que ton pied soit à l'extérieur de celui de ton adversaire, faire ton enchaînement de points, juste faire un petit pas de décalage et balancer ton low kick. C'est pas impossible, hein. Et ça se travaille. Maintenant, je pense que on le voit de toute façon, il a une intelligence dans sa boxe. Donc il est précis, il est intelligent dans sa boxe, il est très opportuniste et il a un très bon coup d'œil. Pas un coup d'œil en défense, mais en attaque. Il sait trouver la brèche. Donc c'est possible qu'il sache ajuster pour justement travailler face à un gaucher. Donc ça pour moi, j'ai pas trop de crainte à ce niveau-là. Donc surtout que face à un Poirier, je pense que son arme de prédilection, ça sera pas forcément le low kick, mais plutôt le front kick. Donc parce qu'il faut qu'il garde la distance. Un Poirier, c'est un combattant qui avance tout le temps. Hein. De toute façon, il va à la guerre, il essaie de t'emmener en eau profonde. Donc lui, il va chercher en fait à casser la distance, à venir et à rentrer fort. Donc le front kick, et on l'a vu avec Dan Hooker, c'est une arme qui marche très bien face à Poirier. Donc il va falloir qu'il en use et qu'il en abuse. En plus, comme il n'a pas trop de crainte sur le fait de se faire saisir les jambes pour être amené au sol, puisque de toute façon, ça sera son domaine de prédilection. Donc il va pouvoir les utiliser à foison, ça ne posera pas de problème. Donc il sait gérer sa distance, on l'a dit, mais il sait aussi casser sa distance. Il sait parfaitement le faire. Avec des coups de genoux sautés, par exemple, en ciseaux. Ou avec des coups de poing à retourner. Enfin, en tout cas, il va sortir un enchaînement à l'arrache. Il va venir, il va sauter avec un genou. Il va venir pour casser la distance et pour venir au clinch, puisque il est bon à distance, mais il est aussi bon au clinch. Pourquoi ? Parce que toujours boxe taille, il est très très percutant avec ses coudes et avec ses genoux.
Il le maîtrise à la perfection, il saisit fort la nuque et il vient, il balance ses coudes et ses genoux et ça fait beaucoup de dégâts parce qu'en plus on voit que c'est quelqu'un qui est très osseux et voilà. Et à mon avis, un coup de coude de Charles Oliveira avec les os qu'il a, ça doit faire super mal. C'est les physiques à la Ferguson, ça pique ça. C'est ça pique, ça coupe, ça fait mal. Donc voilà. On l'a vu d'ailleurs, pareil, tu sais, dans le deuxième round. Je me suis beaucoup basé sur le combat contre Chandler parce que c'était un des plus gros adversaires qu'il a affronté et surtout on a vu de tout. Ça a été très rapide, ça s'est fini au deuxième round par KO, mais on a vu vraiment de tout. Il y a eu des échanges au sol, il y a eu des échanges debout, il s'est fait toucher, il l'a touché, il y a eu de la lutte, il y a vraiment eu de tout. Donc on peut tout analyser du Oliveira d'aujourd'hui grâce à ce combat-là. Et donc dans le deuxième round, on le voit qu'il y a un moment, de toute façon, quand il commence à le toucher, il vient le chercher à la cage et il a été très très efficace avec ses coudes et avec ses genoux. Son uppercut, n'importe quoi. Il a un spécial qu'il utilise beaucoup, justement. C'est l'uppercut du bras avant avec l'overhand. En fait, comme il a de la longe, il peut se permettre de le faire. Il envoie l'uppercut du bras avant, ce qui permet de concentrer en fait la défense de l'adversaire en bas pour venir avec l'overhand et toucher salement l'adversaire. Après, il a beaucoup de force debout. On a dit, il a un coup d'œil, il a un sens du timing, c'est ce qui lui a permis justement de connecter Chandler et d'arriver à la phase finale où il gagne le combat par TKO, puisqu'il a réussi à choper la pointe de la mâchoire. Mais par contre, même s'il est très bon en attaque, il pêche un peu en défense. Ouais, bah déjà, de par sa posture, je trouve. Il est très droit. Il est très droit, effectivement. Il est très droit et comme il essaye de venir choper justement le clinch et venir au contact, il met souvent ses mains en avant. Pourquoi il se fait connecter par Chandler ? C'est parce qu'il vient chercher derrière la nuque, à distance. Donc, et ça c'est une erreur parce qu'il a plus le visage protégé. En fait, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est très bon pour défendre les attaques en ligne. Il arrive, alors il n'a pas de jeu de tête, mais par contre il bloque. Tu vois, il arrive à chasser pour faire en sorte que la frappe ne vienne pas le percuter. Par contre, quand il s'agit des crochets, c'est là où il se fait connecter, assez souvent. C'est vraiment là où il pêche en fait dans sa défense, c'est que du fait qu'il soit très droit, qu'il ait cette posture justement très droite comme tu le disais, il peut pas faire d'esquive de buste. Ouais, c'est compliqué. Et il a les mains très hautes, donc c'est vrai qu'il protège la partie avant de son visage, mais les crochets ils passent. Ouais. Il lève pas les coudes. Ouais. Il vient pas se recoiffer comme le fait un Dustin Poirier justement. Ouais, Dustin Poirier, on parlera de sa garde effectivement et il a une garde atypique. Et donc voilà. Bon après. Effectivement, il prend beaucoup de crochets, il va falloir faire très attention face à Poirier parce que Poirier en envoie énormément. Il envoie des gros crochets larges justement. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'il a quand même une bonne mâchoire. Et qu'il sait rester lucide quand il est touché. Parce que justement, on l'a vu face à Chandler, il est touché. Alors, il est touché, mais il n'est pas plus sonné que ça. En gros, quand tu regardes bien, parce que je l'ai revu plusieurs fois ce combat, franchement, comme en plus il est court, je l'ai revu énormément, et surtout sur les phases comme ça, où il y a certaines phases que j'ai sélectionnées et que j'ai re-regardé en boucle, 2, 3, 4, 5 fois, pour voir justement comment ça se passait, comment il réagissait. Quand tu regardes bien, il est touché durement 2 fois. La première, c'est avant juste la phase de sol. En fait, il est touché avant de rentrer en double leg et d'amener Chandler au sol. Il n'est pas du tout sonné, mais il est ouvert à l'arcade. Bon, on sait que Chandler frappe très fort, il peut couper une arcade sur un coup de poing, ça il n'y a pas de problème. La deuxième fois, c'est en fin du premier round, où il est dos à la cage. Et là, encore une fois, il prend un crochet. Mais il n'est pas plus sonné que ça. Mais en gros, il descend sur ses appuis pour venir chercher la cheville de Chandler, qui réagit en fait super bien. Et celle qui lui fait le plus de mal, c'est celle qu'il prend quand il est en bas, quand il est descendu, quand il est accroupi. Ouais. Et en fait, il a foiré complètement il a décidé d'aller au sol, mais on dirait qu'il
il l'a fait, comment dire, il y avait pas de préparation, ça c'est sûr, mais même dans son réflexe, il s'est bloqué, il n'était pas sur le bon appui, enfin on sentait qu'il n'était pas dans les conditions physiques, dans le placement pour pouvoir faire son amener au sol. Donc il est descendu à l'arrache. Ça contredit un peu ce que tu disais là, manque de lucidité. Ouais. Là c'est clairement un manque de lucidité. Non, alors c'est pas à ce moment-là que je parle de la lucidité, c'est après. C'est après, parce que donc effectivement il descend, il prend une frappe, bon, tu le sens pas, tu vois pas dans ses yeux qu'il est déconnecté. Hein. Donc juste, tu le vois, il descend, il décide d'aller au sol. En fait, je pense que sa stratégie, c'était qu'à chaque fois qu'il y avait la foudre de Chandler, il allait descendre. Sauf que là, en fait, je pense que quand il l'a pris, c'était pas une vraie foudre. Donc il a été entre les deux, tu sais, et il est descendu d'un niveau pour essayer d'amener, mais sans trop y croire. C'était pas comme la première où vraiment il y a eu cette collision où il a pu vraiment rentrer fortement dans les jambes. Là, il est vraiment descendu parce que Chandler, il a pas continué. Juste, il a envoyé une frappe et il est resté droit. Et je pense qu'il s'est retrouvé con en fait en pensant que Chandler allait continuer son avancée et rien du tout. Tu vois, ça arrive, ça nous arrive tous, hein, de toute façon, d'arriver, de mal lire la situation et puis de se retrouver embêté, tu vois. Et c'est quand il est arrivé là que Chandler il a pris appui sur sa tête et il a envoyé un deuxième crochet qui était beaucoup plus lourd. Mais sa réaction on le voit, fait qu'on comprend qu'il n'est pas touché. Dans le sens où il envoie sa tête de droite à gauche pour éviter de prendre il essaye d'esquiver les coups. Exactement. Et tout de suite, il se remet sur le dos. Et tu vois que sur le dos, il est très lucide. Enfin, il n'y a pas une seconde où tu sens qu'il y a il a besoin d'un temps de récupération. Non, il est tout de suite dedans, il est tout de suite dans le combat. Quand il bouge sa tête, effectivement, il est face au sol, tu vois. Mais il n'y a pas de signe qui montre qu'il était plus ébranlé que ça. Donc à mon sens, je pense qu'il a quand même une bonne mâchoire et qu'il peut encaisser. S'il a pu encaisser de toute façon des parpaings premier round de Chandler, je pense qu'il peut quand même durer face à un Poirier. Combien de temps ? Ça, c'est la question. Mais il va pas tomber sur une frappe. Non, il y a peu de chance. De toute façon, Poirier, c'est pas spécialement un puncher. Non. D'ailleurs, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur Oliveira ? Non. Donc on peut faire la transition sur Poirier. En commençant par dire que ce n'est pas un puncher. C'est la première ligne que j'ai écrite, justement. Je rebondis sur ce que tu as dit. Sérieux ? Non, c'est vrai en plus. Hein. Et je peux pas vous montrer ma feuille, mais voilà, ce n'est pas un puncher, mais un boxeur en volume. Voilà, point. Première phrase que j'ai écrite. Après, il frappe fort. Hein. Il frappe très fort quand même. Mais disons qu'il éteint pas la lumière sur une frappe. Non, on le voit de toute façon, il suffit de regarder son Sherdog pour comprendre que c'est pas quelqu'un qui va te mettre KO premier round comme ça. Il fait des combats en fait où, c'est ce que je disais tout à l'heure, il t'emmène en eau profonde quoi. Donc il va frapper fort, mais comment dire, tu les entends, tu les sens, mais tu sens qu'il n'y a pas ce truc où il peut vraiment éteindre la lumière. Il a pas ce punch. Ça claque, mais voilà, il fait partie de ces combattants qui vont gagner plus souvent en TKO qu'en KO. Tu vois, par exemple. Ça va être un arrêt de l'arbitre parce qu'il l'aura épuisé, parce qu'il aura été au bout du bout, quoi. Donc voilà, c'est un boxeur en volume. Et il a cette force qu'il peut tenir le rythme et faire la guerre sur 5 rounds. On le sait, on l'a déjà vu. Le plus bel exemple, c'est contre Dan Hooker. Où tu sens qu'il y a des fins de round où il est au bout de sa vie, mais pourtant il tient le choc, il va jusqu'au bout. Et il en a pris des coups. Je te capte très mal. On est à distance, les amis, et là j'ai un différé entre les lèvres de Rolly et le son. Donc c'est très perturbant pour avoir un débat, un échange. On va voir si ça va s'arranger. Donc son jeu, pour casser la distance, c'est de shifter. Il shift de garde. Donc il adore ça. En fait, ce qui renforce aussi la puissance de ses coups, car à chaque fois, c'est comme s'il boxait avec son poing arrière. Ouais. Mais ça, c'est dû à sa garde aussi. Donc on en parlait tout à l'heure, on parlait de sa garde. Il a une garde qui est une garde un petit peu old school de boxe anglaise, où tu viens te protéger en fait avec ton poing. Ton poing arrière en fait est proche de ton visage et ton poing avant couvre plutôt le bas du corps.
D'accord? En fait, tu fais une Voilà, et perpendiculaire. c'est ton épaule qui protège ton menton. Voilà, en fait, t'es entre ton poing et ton épaule. Alors, moi, si je suis en garde de droitier, ça serait mon poing droit qui serait en protection et mon épaule gauche. D'accord? Et donc, le bras serait en perpendiculaire. En fait, il y a une perpendiculaire qui est faite entre le bras arrière et le bras avant. D'accord? Là où une garde plus classique, où on a les bras qui sont parallèles. Donc cette garde-là fait que c'est très très compliqué de venir et de boxer directement avec le poing avant. Parce que justement le bras est en bas, donc pour développer c'est plus compliqué. Pas impossible mais compliqué. Donc il est obligé de venir et de shifter pour venir frapper avec puissance avec le bras arrière. Et de casser la distance. Parce que bien sûr le bras arrière c'est le bras le plus puissant, mais c'est aussi celui qui a le moins d'allonge pour la simple et bonne raison qu'il part de plus loin. Donc forcément, si tu veux arriver à toucher ton adversaire, à casser la distance, il faut que tu avances. Donc il shift de garde et il vient lancer son bras arrière et il continue à avancer comme ça. D'ailleurs, il lance souvent l'overhand, par exemple, en avançant. C'est-à-dire que plus que d'envoyer un direct, il envoie un overhand pour créer encore plus de dégâts. De toute façon, on le voit, Dustin Poirier, c'est quelqu'un qui n'est pas propre dans sa boxe. C'est pas un technicien. Non. Enfin, dans ce qu'il fait, c'est devenu propre, dans son propre jeu, mais c'est pas une boxe académique. Non. On sent que c'est un dirty boxer. C'est quelqu'un qui cherche à faire du sale, à faire mal. Tu sais, quoi qu'il fasse, en fait, il cherche à faire mal. On le voit d'ailleurs, pour rester dans cette garde, dans la garde qu'il a, on le voit puisque son objectif, si possible, c'est de bloquer les frappes de l'adversaire avec ses coudes. Avec les coudes. Ouais. Parce que justement, le fait qu'il soit dans cette garde-là, il s'expose à des frappes au corps, il s'expose à... Ça crée, en fait, elle a des avantages et des inconvénients. Mais les inconvénients, c'est que tu crées aussi des ouvertures exploitables pour l'adversaire. D'autant plus que lui, il le fait en étant en garde inversée. Et donc, c'est... Comment dire ? C'est un peu plus risqué de le faire quand tu es en garde inversée, en fait, cette garde-là. Et donc, pour pallier à ça, il vient et il casse un petit peu ton entrain à le frapper en mettant justement les coudes en opposition. C'est d'ailleurs ce qui, je pense, est une des raisons de la fracture du tibia de McGregor, c'est que, bon, bien que il a beau dire que c'est parce qu'il avait déjà des fractures et qu'il frappait à pleine bourre dans la cuisse et que ça a fini par craquer, peut-être, mais sur un front kick, on voit quand même que on le voit le bas du tibia prendre le coude. Quand tu vois sur certains peu de temps avant la blessure. Voilà. Et donc c'est ça, il met les coudes en opposition. C'est là où je dis que c'est un dirty boxer. C'est que vraiment il cherche à faire mal, que ce soit en attaque et en défense. Comme en défense, ouais. D'ailleurs, c'est ce qui avait gêné Max Holloway. Cette défense-là, il tapait dans son coude à chaque fois. Il l'avait même dit à son coin pendant la pause, au premier ou deuxième round, où il disait j'arrive pas à le toucher en fait au visage. À chaque fois, je prends son coude. C'est ça, parce qu'il monte très haut le coude. Alors, en fait, il accepte de découvrir son corps complètement. Ouais. Il veut protéger son visage. Et d'ailleurs, c'est pas assez exploité à notre sens. On en parlait déjà quand on avait fait le pronostic et l'analyse avec McGregor. Mais c'est parce que justement, en fait, je pense avec le recul, c'est parce que même quand tu frappes au corps, tu t'exposes. En fait, quand tu frappes au corps, alors avec les poings, là, tu prendrais moins de risques. En fait, voilà, si tu veux le frapper au corps et exploiter cette faille qu'il y a dans sa garde, il faut que tu le fasses avec tes poings. Parce que tu prendras moins de risques de te faire mal. Parce que son coude, il ne fait pas que le monter. En fait, il oscille avec, tu vois. Il descend, il remonte, il descend, il remonte. Et quand t'envoies un middle kick pleine bourre, tu vois, et que tu l'as soit pas bien préparé, ou alors, enfin, de toute façon, la jambe, c'est une arme aussi que tu vois un peu plus venir, parce que forcément, elle part de plus loin, l'arme est plus longue, tu vois, donc tu la sens arriver, tu peux la voir arriver, surtout à leur niveau, tu vois. Et quand tu prends justement le coude, avec ton pied, ou avec ton tibia, on l'a tous vécu. Derrière, quand tu reposes ta jambe... ah bah t'en en vois plus, hein. Ah bah t'es pas bien. Non, eux ils en voient encore parce qu'ils s'en foutent de se fracturer la jambe ou de se fracturer le pied parce que et puis de toute façon leur corps il est rodé à ça, tu vois, ils ont l'habitude, ils le sentent pas, ils ont l'adrénaline, ils sentent pas la frappe, enfin ils la sentent pas. Des fois quand ils reposent le pied quand même tu sens qu'ils le sentent sur le coup. Si, ils le sentent un peu quand même. Mais ils font abstraction de la chose, tu vois.
Et tiens, d'ailleurs, José Aldo contre Rob Font, il y a un moment, les deux envoient un low kick en même temps. Et tu vois José Aldo quand il repose sa jambe, et je fais là t'as mal. Tu sais, avec l'expérience, parce que toi tu l'as vécu, tu sais quand la personne repose sa jambe, de la manière dont il la repose, tu sais s'il a mal ou pas. Et lui, il a eu mal à ce moment-là. Je l'ai vu. Tu sais la manière dont tu reposes ta jambe, mais t'es pas serein sur le fait de la reposer, tu vois. Tu prends... Tu sais pas si elle va pas lâcher dans les secondes qui suivent. C'est ça. Tu sais, tu prends des pincettes quand tu la reposes, tu fais bien attention à bien la poser, tu vois. Et donc là, je l'ai vu à ce moment-là. Et contre Poirier, on le voit souvent, tu vois. On voit souvent des gens qui prennent justement le coude et... quand ils reposent la jambe, tu sens qu'ils prennent un temps pour checker, tu sais. Tu fais un check intérieur à l'intérieur de toi pour voir si ça va, si t'es pas trop blessé, si tu vas pouvoir continuer à frapper. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec lui ? Il n'a pas peur de prendre des coups. C'est ce qui lui permet de lancer ses bras avec des gros crochets en contre. En fait, il va venir, c'est une des forces de Poirier, il va te prendre dans ton attaque. Tu vois ? Il va accepter la frappe pour venir et te contrer dans ton attaque, et notamment avec des crochets, avec des crochets directement en contre. Avec son bras avant, surtout avec son bras avant. Donc ça c'est justement, il va falloir qu'il soit vigilant, Oliveira, parce qu'on l'a dit, hein, les crochets c'est quelque chose qui bloque pas bien, et donc il a des attaques lui qui pour le coup sont très académiques, donc qui sont faciles à lire. Donc à contrer pour Poirier, ça va être facile de venir et de lui mettre. Donc je pense qu'il va falloir qu'il soit prêt à justement encaisser ces frappes là. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Poirier ? Il y a encore plein de choses à dire. Déjà sa force de frappe avec ses low kicks, mais des low kicks de bourrin. Ouais, surtout depuis, il les a encore perfectionnés là depuis McGregor. Hein. Exactement. On sent qu'il y a eu un gros travail de fait là-dessus. En plus, bon, il a un coach super intéressant, hein, donc, et super intelligent, tu sais, dans le fait de préparer un combat à la perfection face à l'adversaire. Donc voilà, et face à McGregor, effectivement, force est de constater qu'ils ont travaillé sur des enchaînements avec le low kick et encore plus avec le calf kick. Et voilà, comme d'habitude, enfin, quand il envoie quelque chose, il envoie sa vie avec, quoi. Et donc sur les low kicks, c'est la même chose. Donc voilà. En fait, je dis plein de choses à dire, mais en fait, non, c'est tout. Parce qu'après, j'avais noté sur la garde et on en a déjà parlé. Donc non. En fait, c'était juste ce que je voulais rajouter, c'était ces low kicks. Non, moi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il travaille en combinaison. Oui. Il peut enchaîner 10 frappes. Quand il part sur une série qui commence à te toucher, en plus, il a cet instinct debout de tueur. C'est-à-dire que dès qu'il te touche, tu vois, contrairement à un Chandler contre Oliveira, je pense que si c'est l'inverse qui se retrouve, où Oliveira est en turtle et Poirier au-dessus, je pense qu'il le termine. Ouais, alors déjà parce qu'il y a une chose qu'on verra par la suite, c'est quand on parlera du sol, c'est sa faculté à créer du dégât en ground and pound. Ouais. Il est très très fort là-dessus. Donc voilà, bon, moi je pense que j'ai fait le tour à peu près sur Poirier, je sais pas ce que t'en penses, si t'as quelque chose à rajouter. Ouais. On peut passer à la lutte. Eh ben, d'abord pour ce combat, avantage à... Ah, l'avantage à Poirier. Ah, moi je dirais Poirier. Je dirais Poirier pour une raison simple, parce qu'il est endurant, parce qu'il crée du dégât. Et donc voilà, il faut en fait quand tu combats avec lui, il faut être prêt à rentrer en guerre, quoi, avec lui. Si t'es pas prêt à rentrer en guerre avec lui, bah il va prendre l'ascendant. Il va te massacrer. Je pense que Oliveira peut toucher debout. Il peut s'en sortir plus ou moins debout, mais il finira pas Poirier. Non. Alors que l'inverse, oui. Alors que l'inverse, c'est possible, effectivement. L'inverse, c'est très possible. Bon, passons à la lutte. Oliveira. Bon, Oliveira, il a une bonne lutte, hein, on va pas se mentir. Alors c'est pas la meilleure lutte, c'est pas un Khabib Nurmagomedov, hein, qui va amener quand il aura envie, mais il a une lutte qui lui est propre et qu'il fait bien. Il a progressé en plus, je trouve. Et je trouve aussi qu'il a progressé, et on le voit face à Chandler, où il arrive à lui claquer un gros double leg dans le timing, justement, sur l'attaque de Chandler. Et c'est quelque chose qui n'est pas chose aisée, justement, face à un lutteur du calibre de Chandler. C'est pas quelqu'un qui est facile à être amené. Non.
Donc désolé, je bafouille énormément. Les journées ont été très dures. Hier, on était au Grappling Industry. Aujourd'hui, une journée de travail complète avec des cours donnés ce soir. Donc, et là, il est 1h19 du matin. Donc désolé si des fois c'est pas toujours fluide dans la parole, mais c'est pas toujours évident. Hier, le Grappling Industry d'ailleurs, ça m'a permis de rencontrer, je vais faire une petite parenthèse avant de continuer sur la lutte, il y avait du beau monde, Thomas Loubersan, Greg MMA que j'ai salué rapidement parce qu'il parlait avec une de mes athlètes et il n'était même pas au courant qu'il parlait avec un des 2 meilleurs podcasteurs français du haut de nos 260 abonnés. 263 s'il te plaît. 263 abonnés, donc l'élite du podcast français, les amis. Donc Oh les blaireaux. Les blaireaux. On a fait 150 vues sur le dernier podcast. mais on a un public fidèle. Et donc voilà, je l'ai salué et ça m'a permis aussi de discuter aussi, et je vais faire une petite dédicace, je vais en profiter avant de commencer sur la lutte, à Lionel du podcast Intrusion, qui vient de lancer son podcast où il va interviewer des combattants de MMA. Il a commencé avec Damien Losco, il a fait un petit podcast de 20 minutes. Donc voilà, il va continuer comme ça et donc voilà, c'était super agréable à écouter. Ils sont 2 à interviewer, ils font un petit peu, alors je discutais avec lui, ils veulent faire un style un peu à la Ariel Helwani. Tu vois, donc voilà, avec un grand écran et une interview des combattants. Donc c'était très agréable à écouter. Je vous invite à aller voir Intrusion. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si on a l'occasion, on en a parlé et on va peut-être faire quelque chose ensemble, notamment justement ce genre d'exercice d'analyse pronostique. Donc c'est possible qu'un jour on fasse ça avec lui. Donc voilà, on verra ça. Mais en tout cas, c'est cool, ça. En attendant, allez-y, écoutez Intrusion. Ils ont une page sur Facebook, les vidéos sont sur YouTube, le podcast est sur YouTube, donc n'hésitez pas. 20 minutes, c'est court, c'est pas comme nos podcasts, donc n'hésitez pas. Donc, effectivement, c'est ce que je disais, il a grave progressé sur sa lutte. Le double leg, il était très fort là-dessus. Et il a toujours les armes qu'il utilise depuis longtemps, c'est-à-dire que son style, lui, c'est plutôt de ceinturer l'adversaire et de le crocheter. Soit il le crochette, soit il l'arrache et il le bascule. En fait, ouais. Tout dépend de la situation et tout dépend de qui il a en face. Par exemple, contre Tony Ferguson, il a choisi d'arracher et de basculer parce que Tony Ferguson, on sait que tu vois, c'est un danseur de hip-hop. Hein. Donc lui, tu vas le crocheter, il va toujours trouver un appui, il va toujours réussir à tourner et à sortir. En fait, dès qu'il est en contact avec le sol, il arrivera à faire une pirouette pour s'en sortir. On l'a vu plein de fois dans tous ces combats où il n'a pas peur de faire des mouvements non orthodoxes pour sortir. Donc il n'y a pas mieux face à un combattant comme lui que de lui couper son contact avec le sol et donc de l'arracher, de le basculer et de garder le contrôle au sol. Mais bon, c'est pas chose aisée de faire ça à Ferguson quand même. C'est pas chose aisée de faire ça à Ferguson et il a été fait. Donc il a réussi à le faire. Donc pour le coup, c'est pour ça que sa lutte, elle est à mon sens pas assez valorisée. Je pense qu'il a une bonne lutte. Ouais. Et voilà, alors c'est sûr que c'est pas un lutteur d'élite, mais c'est suffisant pour pouvoir amener quelqu'un au sol. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur sa lutte ? Quand il part dans les jambes, c'est souvent... alors s'il attaque un single leg, c'est souvent pour rentrer au contact. En fait, il ne va pas chercher à amener au sol sur le single leg, il va rentrer au contact, saisir la jambe pour finir par ceinturer et ensuite remettre en place son jeu, justement, où il va soit crocheter, soit arracher pour basculer l'adversaire. Et on l'a dit, il est aussi capable donc maintenant de mettre des gros double legs sur l'attaque en boxe de l'adversaire. Moi je kiffe ses entrées. Ouais. Je trouve qu'il est explosif, franchement c'est propre. Ouais, c'est électrique, il vire boum, c'est action-réaction. Donc pour le coup, je suis d'accord avec toi. Ça va tellement vite qu'il peut surprendre n'importe qui. Ouais. D'ailleurs, il donne beaucoup sa tête. Là, d'ailleurs, sur le double leg, la tête a été prise par Chandler, qui est un spécialiste de cette guillotine, justement quand il se fait amener au sol. Mais bon, il sait gérer la situation. Un peu à la manière d'un Poirier. Hein. Et c'est ce que j'allais rajouter. Parce que Poirier, il attaque le coup tout de suite. C'est ce que j'allais rajouter en fait. Poirier souvent accepte la chute pour attaquer la guillotine. Et donc il va falloir être vigilant là-dessus, mais bon, il a la technique
Déjà, il en a conscience, parce qu'on a vu comment il a géré en fait sur le double leg. Le double leg, en fait, là où c'est risqué quand tu prends une guillotine, c'est quand tu restes dans l'axe. À partir du moment où tu viens et tu bascules l'adversaire pour que ta tête soit à l'opposé de tes jambes par rapport au corps de l'adversaire, que tu aies ta tête d'un côté du corps et les jambes de l'autre côté, à partir de ce moment-là, à moins d'avoir une marcellotine, où là tu peux encore taper. C'est compliqué. Avec les mitaines et tout, c'est compliqué. Voilà, donc il sait gérer cette situation. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Il a aussi il aime aussi se servir du rebond contre la cage. En fait, venir à la percussion, rebondir avec la cage pour pouvoir amener au sol. Donc ça, il le fait très bien. Et lui aussi, par la même occasion, parce qu'on disait que Poirier n'avait pas peur de saisir la tête, mais lui non plus. En fait, il est tellement à l'aise au sol. Bah, c'est même une de ses spécialités, même. Bah, bien sûr. En guillotine ou en bras-tête. Toutes les attaques, voilà. Guillotine ou tous les bras-têtes. D'ars, tout. Exactement. Il les fait de face. Il vient, tu le colles à la cage, tu veux l'amener au sol, il va te prendre la tête, il va prendre une jump guard et il va t'amener au sol, il va essayer de te finaliser à ce niveau-là. De toute façon, il est tellement bon dans les transitions de soumission que même s'il rate celle-là, il pourra toujours faire une transition sur quelque chose d'autre. Donc là aussi, il faut être très vigilant là-dessus. D'autant plus qu'il sera légèrement plus grand que Poirier. Donc Poirier qui aime bien venir... Saisir la tête, c'est plus simple. Voilà. Poirier qui aime bien venir coller à la cage, ça peut être un risque à prendre face à un Oliveira qui est très fort là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter là-dessus ? Il n'y a pas grand-chose sur la lutte. C'est pas un lutteur, on l'a dit. Non. Donc mais ça reste un combattant qui a trouvé sa manière d'amener au sol. C'est ça. Tu vois, pour un Jujitsuka, un peu à la manière d'un Demian Maia qui avait son single leg. Oui. Pas mille choses, mais voilà. Ce qu'il fait, il le fait bien. Pas mille choses, mais ce qu'il fait, voilà. Il arrive à aller dans son domaine. Exactement. Donc pour Poirier, lui aussi a une bonne lutte. Il a une très bonne lutte même. Il profite souvent de ses shifts pour aller chercher le double leg. En fait, soit il vient, il boxe, il envoie l'overhand. Donc en fait, ça va un peu avec tous ces combattants justement qui ont l'habitude de shifter avec justement des attaques type overhand. Parce que tu crées le danger en haut. Et puis ta posture en plus. Ta posture le permet. Si tu t'engages vraiment sur le overhand, donc le overhand c'est un crochet très très large. Ouais. C'est un swing. Oui. Quand tu t'engages vraiment, tu te penches automatiquement en avant. Donc c'est tout naturellement que tu rentres dans les jambes. Exactement. Fedor le faisait beaucoup d'ailleurs. Exactement. Et donc c'est quelque chose qu'on voit, il n'y a pas que lui qui fait ça, c'est quelque chose qui est assez classique, assez commun. À partir du moment où tu peux concentrer, de toute façon, tu vas concentrer l'attention de ton adversaire en haut, puisque si tu envoies le overhand, il va être obligé de monter les mains pour le bloquer, puisque l'overhand, ça fait partie des frappes qui créent le plus de KO. Hein. Ça part de tellement loin, c'est tellement puissant que tu peux prendre un KO avec ça, donc tu as tout intérêt à lever les mains pour te protéger. Donc comme tu lèves les mains, bah forcément, t'as plus les mains basses justement pour défendre la lutte, et hop, tu peux aller dans les jambes. Et quand tu crées l'incertitude, à un moment tu peux faire croire que tu vas dans les jambes et tu balances l'overhand. Donc le mec descend les mains, boum. C'est ce qui s'est passé, Chandler face à Hooker. Il avait peur de l'amener au sol, il a descendu les mains, il a été connecté en haut, il est tombé, fin du game, fin du combat. C'est ça. Après ça dépend vraiment de l'adversaire avec qui t'es. Parce que tu vois, un Charles Oliveira, je pense que prendre le double leg, il s'en fout un peu là. Au contraire, il va se retrouver dans la garde, enfin avec son adversaire dans sa garde, et là il est tu tombes dans le roi du piège à ce niveau-là, quoi. C'est un mec qui peut tout faire, qui attaquera, on verra ça par la suite, mais il peut attaquer toutes les soumissions à partir de la garde. Donc on l'a dit tout à l'heure, il a une bonne défense, mais il a une très bonne défense quand il décide de défendre les amener au sol, mais il choisit souvent de l'option guillotine. Ouais. En fait, j'ai l'impression que quand il a un petit train de retard, quand le mec est bien rentré, il cherche pas plus que ça à défendre, il prend la tête. Exactement. Et on l'a vu, alors on pourrait se dire, oui, il l'a beaucoup fait face à Khabib, il a failli le faire taper et tout ça. C'est parce que Khabib était meilleur en lutte par rapport à lui. Mais il y a un combat que j'ai revu parce que pour moi, c'est peut-être le combat qui, en termes de gabarit, tu vois, qui se rapprocherait le plus de Hooker. Avec Hooker, exactement, de Charles Oliveira, c'est avec Hooker. Et Hooker a amené très souvent en fait Dustin Poirier au sol. Et Hooker est pas forcément un excellent lutteur. Non, ça c'est un bon lutteur, c'est un combattant d'élite, donc il est bon partout, mais c'est pas
je vois Charles Oliveira meilleur lutteur. C'est ça. Et déjà beaucoup plus explosif. Enfin, tu sais, ça ira beaucoup plus vite dans les jambes, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, il a tenté régulièrement la guillotine face à lui. Alors, il y a eu des moments où il a vraiment bien défendu, et il y a des moments où il a tenté la guillotine. Donc voilà, même face à lui, il a réussi. Alors, est-ce qu'il l'a pris de vitesse ou pas, ou est-ce qu'il délibérément il a choisi cette option ? Je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Mais en tout cas, force est de constater que voilà, ça lui fait pas peur. Et c'est ce que j'ai noté. Le truc, c'est que quand tu as l'habitude de faire ça, en fait, c'est très dur de sortir de tes paradigmes, tu vois. Ouais, c'est un réflexe. C'est un réflexe qu'il a pris depuis des années. Donc, même s'il sait que c'est risqué face à Oliveira, il peut très bien le faire. Il peut très bien le faire. Mais c'est un réflexe. En plus, c'est un réflexe naturel. C'est ça. Parce qu'on le fait tous plus ou moins. Quand vraiment tu te sens tomber, tu vois, tu chopes la tête. Bah, tu te dis au moins j'ai ça. Tu capitalises parce que tu prends la guillotine, tu peux soumettre. Comme tu prends la guillotine, tu peux renverser. Tu vois, donc ouais, je pense pas en fait qu'il arrivera à s'empêcher de le faire face à Oliveira. Et donc il a peut-être tout intérêt justement à essayer de le harceler aussi avec sa lutte pour créer cette possibilité en fait où il va essayer de le chercher en guillotine plutôt que de défendre. Tu vois. Et je pense pas qu'Oliveira sera en danger sur la guillotine pour le coup. Et je vais creuser là-dessus quand on parlera de la partie seule. Parce que justement, y a des choses à dire sur les attaques de Poirier au sol. Donc, pardon, je relis un peu mes notes. Il aime bien venir à la lutte. Sur sa défense de lutte. On était sur sa défense de lutte. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il aime bien venir. Alors oui, c'est ça. J'étais en train de me relire et j'arrivais pas à comprendre ce que j'avais écrit. C'est très dur. C'est vrai que c'est très dur de te relire. Ah, c'est très très dur de me relire. Non, là c'est même pas ça. J'ai bien écrit, mais c'est juste ma phrase, je l'ai pas bien construite. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Il aime bien venir à la lutte, mais pour justement en fait, pas forcément pour amener au sol. Tu sais, souvent, et là on l'a vu beaucoup contre Hooker justement, il vient en contact, il vient à la lutte, mais c'est plus pour aller jusqu'à la cage et ensuite aller chercher un contrôle pour créer du dégât. C'est ça. Il va envoyer des gros coups, des grosses frappes, Et après il reprend une petite distance, il reste très collé et il mitraille. Exactement, c'est vraiment ça. Mais en tout cas, voilà, il a ce truc où, en plus, quand il est collé à la cage, il envoie des frappes qui sont pas forcément, encore une fois, orthodoxes. C'est-à-dire, il va envoyer des marteaux. Tu sais, il y a un moment, face à Hooker, il lui envoie 3, 4, 5 marteaux comme ça. Magnifique. C'est magnifique parce que justement, c'est un coup qui fait mal, où il n'y a pas de gants en plus, et où la distance... En plus, ça, c'est pas des choses que tu travailles, tu vois. C'est vraiment de l'instinct. C'est ça. Tu sens que dans tous les angles, il peut te faire mal. Peu importe avec quoi, mais il va te faire mal. C'est ça. Il a vraiment... C'est quand je disais tout à l'heure Dirty Boxer, c'est naturel chez lui. C'est pas quelque chose qu'il a travaillé. C'est naturel. C'est quelqu'un qui cherche vraiment, et qui crée l'opportunité de créer du dégât. En fait, il boxe, c'est même pas pour te faire mal, c'est pour créer du dégât. Il veut te faire du dégât. Il veut te casser, tu vois. Et donc voilà. Et donc, il vient à la cage. Des gros coups de coude, des marteaux, des frappes au corps. Il envoie un peu tout ça et il est bon là-dessus. Donc de toute façon il a peu d'intérêt à amener au sol puisque en règle générale il préfère rester debout. C'est là où il se sent le plus à l'aise, c'est là où il est le meilleur. Il l'a fait par le passé, j'ai revu le combat contre Anthony Pettis où il cherche à amener au sol. Mais il se fait soumettre en plus. Ah non, je confonds, c'est Charles Oliveira qui se fait soumettre par... Ouais, exact. Non. Oui, il se fait soumettre que 2 fois dans sa carrière, Poirier. Donc une fois il y a très longtemps contre Korean Zombie. Ouais. Et c'était il y a vraiment longtemps. Et contre Khabib. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir contre Khabib ? Non, on peut pas lui en vouloir parce que de toute façon, voilà, il est réputé pour ça aussi. Donc voilà, la grosse pression, la pression sur la mâchoire. D'ailleurs, il a très très bien défendu sur les premiers rounds parce que il a eu Khabib dans son dos et il a très bien défendu. On va y revenir dans quelques petites secondes. On va arriver à la partie au sol et justement on parlera de tout ça. Donc voilà. Donc il veut rester debout. Donc c'est vrai que souvent ces attaques en lutte c'est juste pour aller chercher un contrôle, pour pouvoir continuer à créer du dégât. Rien à rajouter ? Non. Mais donc l'avantage. L'avantage. Je pense qu'on est d'accord. Je sais pas si on est d'accord. Ah.
Moi, j'ai mis avantage à Oliveira. Ouais, moi aussi. Alors, et j'ai rajouté parce que Poirier accepte en plus souvent de tomber pour la guillotine. Ouais, c'est exactement pour ça. Bah oui. Et c'est là où en fait où j'ai mis justement, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est en lui en fait, voilà, c'est en lui, il pourra pas faire autrement. Donc voilà, il va avoir des moments où il va arriver à stopper la lutte d'Oliveira, mais il y a plein de moments où il se laissera amener. Donc voilà. Après, la seule chose, c'est est-ce que Oliveira arrivera à choper le timing dans la boxe non orthodoxe de Poirier pour pouvoir l'amener? Je pense que oui. Peut-être pas tout de suite, moi, je pense mais que oui. il va le Je pense que dans le combat, en tout cas, je pense que dans ce combat, on verra Poirier sur le dos. À un moment ou à un autre, on verra Poirier sur le dos. Et ça va être risqué pour lui. Maintenant, on verra comment il gère. Et c'est là où on va en parler. Ouais. Parlons du sol. Alors, le sol. Oliveira, bon bah... Que dire. Le prodige, on l'a dit tout à l'heure, 19 soumissions en carrière, donc sur 31 victoires, c'est extraordinaire. Il sait tout faire. Il a des transitions exceptionnelles, il est super opportuniste. Guillotine, bras-tête, clé de jambe, prise de dos, triangle, tout est possible. Tout est possible pour lui, il sait tout faire. Compression musculaire, les compressions de mollets, en fait, dès qu'il a une opportunité de soumettre, il va soumettre. Donc, par le passé, il a laissé, ce qu'on disait, des adversaires le soumettre. Il a pris effectivement des soumissions en carrière, mais elles peuvent s'expliquer. Elles peuvent s'expliquer pour plusieurs raisons. La première, c'est que de toute façon, quand tu crées du jeu, il y a toujours un moment où tu peux te faire piéger. Je crois qu'il y a Jim Miller, non, c'est qui lui met c'est pas... Bon, bref, je veux pas dire de bêtises. Je crois qu'il prend une clé, il y a Jim Miller qui prend une clé de genou. Oui, c'est ça, Jim Miller qui lui met une clé de genou. Ça, c'est des choses qui, voilà, ça peut arriver. T'as une jambe qui traîne, ça, voilà, le mec est opportuniste, il t'a pris dans ton enchaînement, il te soumet. Donc, il y a deux raisons pour moi. La première, c'est ça, c'est que quand tu crées du jeu, bah forcément, tu t'exposes. Comme pour tout, hein. C'est comme quand tu boxes. Quand tu boxes et que tu envoies ta boxe, et ben, tu découvres ton visage. Quand tu découvres ton visage, tu peux prendre un contre et tu peux tomber. Bah, quand tu es au sol et que tu crées du jeu, t'as beau être très fort, tu peux toujours laisser traîner un truc. On sait tous ceux qui font du sol se sont fait piéger au moins une fois. Dans une situation où on se croyait bien, on était confiant, et c'est là où j'ai ma deuxième raison qui vient, où on est tellement confiant en fait dans son action, lui qui domine tout le monde au sol, que t'en oublies en fait d'être vigilant sur certaines choses. Et ça se corrige. Ouais. Tu vois. Et donc tu te fais piéger, tu prends une soumission, mais ça se corrige. Et j'ai vraiment cette impression que Oliveira a corrigé avec le temps justement, ça je suis d'accord. Son style au sol, il a changé. Alors il reste toujours aussi agressif, mais moins foufou, plus mature. C'est ça. Plus efficace. Simple, plus mature. C'est ça. C'est au bout d'un moment, de toute façon, tu te rends compte que si tu veux performer, il faut que voilà, c'est marrant, je parlais du grappling industry tout à l'heure. Ce que j'ai dit à mes élèves, à un de mes élèves dont c'était la première compétition, je lui ai dit, si tu veux pas perdre, il faut pas que tu fasses d'erreur. Tu vois, c'est tout bête, mais la première des choses à faire pour gagner, plus que de soumettre et tout ça, c'est de ne pas faire d'erreur. À partir du moment où tu fais pas d'erreur, tu ne perds pas. Plus tu as un style où tu te sens confiant et où tu es un peu foufou et tout ça, et plus tu laisses l'opportunité d'avoir des erreurs. Plus tu vas justement prendre de la maturité, plus tu vas justement avoir, tu vas vivre des situations avec l'expérience, et plus tu sais quand il y a un danger potentiel. Tu vois, quand ton bras, il devrait pas traîner là. Tu vois, quand ta jambe, elle devrait pas traîner là. Tu vois, que tu vas par exemple prendre une clé de genou, c'est parce que tu auras laissé ta jambe entre les jambes de ton adversaire. À partir du moment où tu en as conscience, tu vas juste venir faire un petit arc de cercle, petit essuie-glace, tu vois, crocheter, mettre ton pied par exemple derrière le genou de la jambe qui est près du sol, et là tu te retrouves en fait dans une position où déjà la clé de genou, elle sera beaucoup plus compliquée à engager. Tu vois. Donc c'est vraiment ça. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ces amenés au sol avec le risque potentiel de guillotine. Bah, avec l'expérience, tu as conscience de ce truc-là. Donc ce que tu fais, c'est que tu bascules ton adversaire, ou alors tu
fais une roue par-dessus. Tu l'emmènes et tu fais une roue pour te retrouver de l'autre côté. C'est des choses que tu vas sentir et que tu vas corriger avec le temps. Donc, et je pense, et je suis sûr, qu'aujourd'hui, c'est plus le genre d'erreur qu'il va faire. Alors, Je pense aussi. ça veut pas dire qu'il peut pas être soumis. Ça veut pas dire, parce que tu sais, on va dire ça et puis il va prendre une guillotine demain. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais bon, j'ai quand même du mal à le croire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de toute façon, il est sur cette série de victoires. Alors on dira ce qu'on voudra, c'est peut-être pas les meilleurs adversaires et tout ça, mais il est sur une grosse série de victoires. Un Tony Ferguson, même vieillissant, c'est toujours un souci au sol. C'est clair. C'est toujours un danger, que ça soit debout ou que ça soit au sol. Tu vois, quand j'ai revu le combat contre Tony Ferguson, il vient, tu sais, il y a des coudes qui sortent de nulle part. Tu vois, il y a des frappes, des coups de poing retournés qui sortent de nulle part. C'est tous ces trucs-là qui ont fait la légende de Tony Ferguson et qui ont fait que sa réussite. C'est parce que voilà, ça vient de partout. Il est difficile à lire et il crée beaucoup de dégâts. Et au sol, c'est pareil. Il est difficile à lire et donc il crée des opportunités. Et force est de constater que Oliveira, il a été carré et professionnel, que ça soit debout, que ça soit en lutte et que ça soit au sol. Il a rien laissé de côté. C'était une masterclass pour moi. Voilà. La seule chose qui sauve Tony Ferguson, c'est le fait qu'il en a rien à secouer de son corps. Oh, il est fou le mec. Voilà. Donc c'est la seule chose qui le sauve. Sinon il aurait tapé et il aurait fini le combat par soumission. Ça n'aurait jamais été jusqu'à la décision. Donc voilà, n'importe quel autre être humain sur cette terre n'aurait pas été à la décision sur ce combat, avec ce qui s'est passé. Donc, mais tout comme son combat contre Benet Dariush où il prend la clé de talon et c'est pareil. N'importe quel autre être humain aurait arrêté le combat. En 2 combats, il a perdu le coude et le talon. C'est ça. Et le genou. Donc voilà. Donc effectivement, beaucoup plus de maturité dans le sol de Charles Oliveira. Et je pense que ça peut faire une différence sur le combat de ce week-end. Après, on l'a dit tout à l'heure, n'oublions pas que c'est le record de soumission à l'UFC. Donc c'est pas pour rien, c'est que le mec vraiment... Il y a des gens, tu vois, qui sont bons au sol mais qui sont pas des soumetteurs. Et lui, c'est un soumetteur. C'est un soumetteur. Il a le corps pour de toute façon. Ouais, et puis tu sens que c'est ce qu'il recherche en plus. Oui. Quand il améliore sa position, c'est pour chercher une soumission. Exactement. Il est tellement fort dans les transitions. Il peut passer d'un triangle à un omoplata, d'une guillotine à un triangle. Parce que souvent, quand il prend la guillotine, il monte. Il y a pas mal de fois, il prend donc des guillotines en espèce de bras-tête, tu sais. Parce que comme il a des longs segments, c'est pour verrouiller plus fortement sa saisie et sa guillotine. Et il vient monter les jambes très très haut. Donc très souvent, haut, il avale un bras. Ce qui fait que même si la guillotine ne passe pas, le fait qu'il ait avalé un bras, t'as un bras dedans, t'as un bras et la tête à l'intérieur de tes jambes, tu peux attaquer le triangle. T'attaques le triangle. Il a le triangle, il a le juji. Voilà, c'est ça. Ça part sur l'omoplata. Omoplata, de l'omoplata, il peut partir dans les jambes, le mec se relève ou je sais pas quoi, il va partir dans les jambes, il va te mettre une compression. Et il peut tout faire. Et il a vraiment ce sens du jeu, cette lecture du jeu qui fait que c'est clair pour lui. On dit que le jiu-jitsu brésilien, c'est avoir 2-3 coups d'avance. Lui, pour les soumissions, il a 5 coups d'avance. Il sait exactement où il peut être conduit. Et chaque sortie, il a quelque chose à apporter pour chaque sortie. Donc voilà, ça va être très très risqué pour un Dustin Poirier d'aller essayer de titiller au sol un Charles Oliveira. Même si, passons à Poirier. Même si il a... Poirier est ceinture noire aussi. Il est ceinture noire de JJB et il est très bon dans les défenses au sol. Ouais. Il prend peu de risques. Enfin, c'est pas qu'il prend peu de risques, mais il a... Comment dire ? Il a cette... tu sais, c'est un combattant dur, c'est un combattant rude, debout et au sol aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va taper facilement parce qu'il aura la moindre petite douleur. Si tu veux le faire taper, il faut que tu l'arraches. Il faut vraiment que tu fasses quelque chose de bien verrouillé, de fort, tu vois, c'est vraiment ça. Alors, il sait aussi être dangereux au sol, mais je vais mettre des gros guillemets là-dessus. C'est-à-dire que sur les soumissions, il peut attaquer des soumissions. Donc on l'a vu avec la guillotine face à Khabib, où Khabib lui-même a dit qu'elle était très bien engagée. C'était chaud, elle était verrouillée. Ouais. Voilà. Mais il est sorti. Après, voilà, le mental de Khabib aussi, il est à toute épreuve. Mais on l'a vu aussi face à Hooker.
où il a aussi su attaquer des triangles, des omoplatas face à Hooker. Tu vois. Le juge, il est pas passé loin. Le juge. Quand il prend le triangle, que Hooker commence à sortir sa tête. Ouais. Ouais, c'était... Mais il a pas tapé. Et c'est là où, en fait, je vais mettre de gros guillemets sur le sol, en tout cas sur la dangerosité offensif. au sol de Dustin Poirier, c'est que force est de constater qu'il ne finalise pas. En fait, il attaque très souvent, la guillotine, tout ça, mais il ne finalise pas. La dernière fois qu'il a soumis quelqu'un, effectivement, c'était Anthony Pettis, en 2017. Donc ça recommence à faire quelques petites années. Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'une soumission ? C'est-à-dire qu'il avait un triangle au corps. En fait, je regarde le Sherdog. En fait, en général, avant de regarder les combats, je regarde le Sherdog pour essayer de voir quel combat est plus intéressant pour mon analyse. Tu vois ? Et je remonte. Je me dis, voilà, Poirier, ok, ceinture dans le jiu-jitsu brésilien, on a vu contre Khabib, il défend bien et tout ça. C'est quand la dernière fois qu'il a soumis, donc je remonte le fil. Et là, je vois donc Anthony Pettis 2017 et je vois body triangle. Body triangle. Ouais. With my accent. C'est chelou, ça. Donc je me dis, attends, body triangle. Parce que je vais vous le dire en anglais à chaque fois. Body triangle. What is this submission? It's amazing. It's a mistake. Ça, c'est une private joke entre nous, les amis. It's a mistake. Naga... Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Rolly, qui faisait combien ? 71 kilos à cette époque-là. Il l'avait mis en moins de 94, ou je sais plus. Enfin bon, ouais, j'avais été voir la table. Ouais, une caté de malade. It's a mistake. Heureusement que c'est le seul mot que tu maîtrisais. Heureusement que je savais le dire. It's a milkshake. Bon, passons sur cette private joke. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc je remonte et donc je vois ce body triangle, triangle au corps, donc pour les Français. Et donc je me dis voilà, je vais aller voir le combat. Je regarde le combat, c'est là où je vois que force est de constater qu'il a énormément cherché à lutter pour ce combat-là, qu'il a cherché à amener au sol. J'en connais pas la raison. Est-ce qu'il pensait que Anthony Pettis était trop dangereux debout ? Peut-être. Déjà, Pettis était très dangereux. À l'époque, ouais. Mais il était dangereux et puis, au sol aussi. Poirier, il n'était pas aussi bon. Il a vraiment poli son striking sur ces dernières années, là. Poirier. Il a passé vraiment un gros level. C'est vrai, je te l'accorde. Donc voilà, sa stratégie était différente, sa gestion du combat était différente. Et en fait, voilà, je vois et il prend le dos, il met un triangle au corps. Anthony Pettis essaye de sortir et tu vois Poirier qui remonte sur lui. Et là, tu vois, Pettis qui crie, enfin tu sais qui montre qu'il a mal. Et en fait, ça me fait plus penser à une blessure, un peu comme ça a été. Caché, c'est ça, un peu comme justement on en a parlé il y a pas longtemps. On en a parlé il n'y a pas longtemps, c'était quand on a fait le pronostic de... Oh là, j'en ai marre. Il n'y a pas un podcast où tu cherches pas un nom. Exactement. C'est incroyable. On a fait le podcast de Kamaru Usman contre Colby Covington. Et Colby Covington, sa victoire juste avant, c'était contre... Voilà, je te teste. Bah bravo, monsieur Rolly. Woodley, c'était contre Woodley. Tyron Woodley, exactement. Et Tyron Woodley qui avait abandonné le combat parce que blessure aux côtes. Tu vois. Ouais. Donc, parce qu'il était pas dedans non plus. Et parce qu'il était pas dedans, mais bon, la finalité du combat, c'est blessure aux côtes. Et ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vraiment ça, blessure aux côtes, et donc Anthony Pettis n'est pas en capacité de continuer. Donc ils l'ont mis en submission, mais à mon sens, c'en est pas une. Et si donc, après j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, pour moi, c'est pas une soumission. Donc je vais remonter, et je vais aller voir un petit peu plus loin. Et donc après, il faut remonter à 2012. Donc bravo Choc. Et tu vois, moi, quand je fais le Tale of the Tape, quand je le note au début, tu sais, on voit les victoires par KO, on voit les victoires par soumission et par décision. Et j'aime bien justement voir, quand c'est pas la spécialité d'un combattant, voir jusqu'à quand on remonte
les fameuses soumissions ou les fameux KO, tu vois. Et c'est très parlant parce que quand ça remonte à très loin comme ça, moi, la manière dont je le lis et dont je le comprends, c'est qu'à cette époque-là, ils affrontaient des gens qui étaient moins bons, qui étaient moins forts, tu vois. Donc, il y avait moins de défense à apporter justement aux armes, tu vois, justement d'un poirier au sol. Et force est de constater que même si son style il a évolué et qu'il s'est concentré sur son striking, il a des opportunités, encore une fois, face à Hooker, de soumettre et il n'a pas su les exploiter. Et ça n'a pas marché. Donc, à mon sens, il est ceinture noire du jiu-jitsu brésilien, on ne le renie pas, au contraire, mais il est meilleur en défense qu'en attaque. Et je vais finir sur cette défense. Alors, effectivement, il a résisté face à Khabib à l'étranglement dans le dos. Plusieurs fois. Il a réussi à sortir plusieurs fois. Sauf que, pour moi, Khabib, c'est pas un étranglement qu'il fait. C'est une compression de la mâchoire. Tu vois, il passe pas forcément sous le cou. Il essaie de t'écraser la mâchoire. Et c'est donc plus facile de résister, entre guillemets, parce que quand c'est la mâchoire, bon, même si les cervicales prennent très cher, c'est une douleur. Contrairement à si tu prends un étranglement et tu risques de dormir, tu vois. Alors, je ne dis pas qu'une clé de mâchoire, entre guillemets, quand on vient étrangler dans le dos comme ça et qu'on vient sur la mâchoire, je ne dis pas que tu peux pas non plus avoir les voies respiratoires bloquées, que tu peux pas aussi prendre un étranglement, hein. Tu prends Danaher, il explique comment faire quand la personne rentre le menton, lui il vient rentrer jusqu'au creux du coude et il crée une rotation comme quand tu prends le kimono et que tu crées la rotation justement pour étrangler. Et là tu te retrouves non pas dans une clé de mâchoire mais dans un étranglement. Donc c'est possible, attention, je ne dis pas que c'est pas possible. Mais de la manière dont il le fait, on sent que c'est une douleur à la mâchoire qu'il cherche. Il cherche à faire taper de douleur. Et donc, à mon sens, si un Oliveira vient et attaque une soumission, il n'aura pas la même résistance. Il ne pourra pas résister de la même manière. Tu vois, il défend bien, mais face à Oliveira, j'ai plus de mal à le... Si c'est engagé, c'est engagé. Et j'ai plus de mal à le voir sortir. Ouais, je suis d'accord. Mais il défend bien quand même. Faut rentrer sous son menton. Ah bien sûr. Ah oui, non, mais attention. Hein. C'est ce que j'ai dit. Sa ceinture noire, en défense, il a une ceinture noire. En attaque, il a une ceinture au marron. Non, je rigole. Non, il a une ceinture noire aussi. Mais je veux dire, il est fort sur ses défenses. Mais parce qu'il a un mental d'acier. Donc forcément, quand tu as un mental, ben oui, tu tiens plus longtemps. Donc forcément. Mais quand c'est verrouillé chez Oliveira, c'est verrouillé. Ouais. Après le sol, vas-y, tu voulais... Ouais, on est sur le sol de Poirier. On est sur le sol de Poirier. Pour moi, l'erreur qui fait... Alors, c'est pas vraiment une erreur, mais ça peut le devenir dans ce combat. C'est la façon dont il se relève. Oui, tu m'en as parlé tout à l'heure. Ouais, il se relève, en fait, il cherche la cage. Hein. Il va jusqu'à la cage et il se relève dos à la cage. Sauf que maintenant, dans le MMA actuel, c'est devenu risqué, en fait, de faire ça. Parce que tu t'exposes. Les mecs sont devenus des experts à la cage. Oui. Il y a tout un travail pour prendre le dos, même pour contrôler, sans forcément chercher à prendre le dos, mais pour contrôler. Donc ça devient compliqué de se relever comme ça. Alors, surtout contre un grappleur comme Oliveira. Ouais, et je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, tu le remarques dans les deux combats justement dont on parle, là, Khabib et face à Hooker. Donc face à Khabib, c'est ce qui lui a permis de conserver en fait il le ceinturait en fait à l'arrière, ce qui permettait en fait de le rebasculer toujours et de le ramener au sol surtout que Khabib c'était vraiment sa spécialité là. Bien sûr, là on était dans son jeu à la perfection. Et contre Hooker il le fait, sauf qu'Hooker on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas forcément le meilleur des combattants au sol et en lutte. Il gère, mais c'est pas le meilleur au sol et en lutte. Mais malgré ça, il a quand même réussi à entamer un début de prise de dos en mettant un crochet, un seul crochet, et il n'a pas réussi à mettre le deuxième. En fait, Poirier, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les personnes qui ont ce jeu-là ont les défenses qui vont avec, et ils savent comment justement bouger leur corps pour faire glisser l'adversaire et le faire. Oui, c'est ce qu'on disait quand on analysait Ousmane. Exactement. Tu vois, qui se relève en donnant son dos plus ou moins, mais que il sait quoi faire, quoi. Il sait quoi faire. Par contre,
quand t'as un Oliveira jusqu'au jour où... Voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'Oliveira, il va pas chercher à comprendre, lui, il va sauter tout de suite avec les 2 crochets. Et puis il a les jambes pour pouvoir faire un triangle sale au niveau du corps. Il va tenir fort, il va être à l'aise. Tu le feras pas tomber comme ça. Tu pourras checker tout ce que tu veux, ton corps, ce que tu veux. Tu le feras pas tomber comme ça. Donc là, c'est effectivement un risque. Un gros risque à prendre. Vraiment. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour finir avec le sol, je sais pas si tu vois autre chose, mais moi, pour finir avec le sol de Poirier... Son sol, c'est plus un sol où il va encore une fois essayer de chercher du dégât. Et on l'a dit tout à l'heure, on a commencé à l'évoquer, il est très très bon pour créer du dégât en Ground and Pound, surtout avec ses coudes. À partir du moment où il te contrôle, il est très bon en fait pour te mettre la pression, te contrôler, arriver à reprendre de la distance, mais pour revenir ensuite par la suite avec une meilleure position, et il enchaîne. Il enchaîne et il envoie presque exclusivement des coudes. Ces coudes, ils font mal. On sent qu'il cherche à couper, on sent qu'il cherche vraiment à créer du dégât, pour le coup. Donc il est très bon là-dessus. En gros, son sol, il est vraiment basé sur un sol de contrôle et de frappe. Ouais. Donc, voilà. Bon, après, là, pour le coup, l'avantage, je pense qu'il est clair. Oui, je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de surprise. J'ai même pas mis d'argument pour ce combat, avantage Oliveira. Ouais, ok. J'ai eu peur. T'as eu un doute, hein, que je disais, Poirier, Non. pour ses défenses de sol. Ouais, voilà. Non, avantage à Oliveira, bien sûr, il a aucun intérêt à aller au sol avec lui, même pour chercher le Ground and Pound. Il y a trop de risques. En fait, le Ground and Pound va créer des ouvertures. Oliveira, un Ground and Pound, pour lui, c'est une mine d'ouverture pour aller rentrer ses jambes à l'intérieur et puis attaquer un triangle ou un juji. Donc non, c'est beaucoup trop risqué. Si ça va au sol, il faut qu'il fasse en sorte de se relever. Il faut qu'il se relève. Le plus vite possible. Ouais. Parlons maintenant peut-être des à côté. On en parle souvent. Il n'y a pas toujours des choses à dire. Mais là, il y a quelques petits trucs quand même. Pour Oliveira, moi ce que je tenais à remonter en vrai, c'est juste sur le fait que, justement, on en a parlé tout à l'heure, il n'est pas encore respecté comme le vrai champion. Car il n'a pas affronté de gros top. Donc voilà, mais bon, force est de constater qu'il a quand même, il est au devant de pas mal de records, notamment celui de soumission. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il aura à cœur de balayer. En fait, lui, il a confiance en lui. Il sait que c'est un vrai champion. Il sait qu'il est fort. Mais en plus, il n'a pas de doute. En plus, là, ce combat-là, c'est dans la tête des gens, c'est Poirier le champion. Eh oui. Poirier, c'est le champion de la catégorie. Parce qu'il a battu, hormis Khabib, il a battu tout le monde. Il a nettoyé la catégorie. C'est ça. Donc il se sent comme un outsider. Là, finalement... Ouais, et en plus, finalement, là, c'est vraiment son vrai combat pour le titre. La légitimité, elle passe par battre Poirier. Exactement. S'il bat Poirier, ça y est. Donc il est surmotivé. Je pense qu'il s'est préparé plus que plus. Alors on peut toujours faire une contre-performance le jour J, hein, mais je pense qu'il est surmotivé à gagner ce combat. Et il a confiance en lui. De toute façon, il a confiance en ses armes, ça se voit. Et donc voilà, à mon sens, ça peut être déterminant dans le combat. Il peut se sentir pousser des ailes. C'est le genre de combattant qui ne va pas être inhibé par ça. Au contraire, il va se sentir pousser des ailes. Il va être là, il va avoir à cœur d'aller finaliser ce combat, et avec la manière, pour le coup. Ça va être un combat magnifique. Ensuite, pour Poirier, t'as raison, c'est pour tout le monde, c'est le roi sans couronne. Hein. C'est le terme qu'on emploie, c'est vraiment le roi sans couronne. Il a choisi effectivement de ne pas combattre pour le titre parce qu'il a choisi les money fight avec McGregor. Ouais. D'ailleurs, ce qui peut jouer psychologiquement, je pense. Oui. Parce qu'il est passé de statut de combattant de star à millionnaire, quoi. Multimillionnaire. Ouais. Et surtout qu'il le dit lui-même, il aime bien être underdog, tu vois. Il aime bien être le combattant justement qu'on n'attend pas. Et là, pour le coup, tout le monde l'attend. Donc voilà. Après, ça veut pas dire qu'il sera pas à fond. Hein. Il est à fond. Il a envie d'avoir cette ceinture. C'est ce qui lui manque. Pour la petite histoire, il a été champion intérimaire, mais bon, il n'a pas eu la vraie ceinture. C'est quand t'as la vraie ceinture que t'es le vrai champion. Donc là, il a cette opportunité là. Donc
voilà, je pense que lui aussi s'est préparé comme un fou pour ne pas la laisser passer. D'ailleurs, il a vraiment mis l'accent sur son sol. Hein. Ça se voit. Enfin, j'ai regardé le countdown, il a vraiment mis l'accent sur le sol, sur la boxe comme d'habitude. Mais je pense que voilà, il ne prend rien à la légère. Ça serait une erreur. C'est pas le genre de la maison. Mais je pense qu'il n'a rien pris du tout à la légère sur le sol d'Oliveira. Le problème, c'est que t'as beau prendre n'importe quel sparring, pour retrouver un sparring du calibre d'Oliveira, c'est très très compliqué. Surtout avec ce qu'il apporte. Donc voilà. Et effectivement, par contre, alors, on l'a dit, le roi sans couronne, il a affronté tous les meilleurs. Justin Gaethje, Dan Hooker, Khabib, qui d'autre encore? Il a Max Holloway, même si c'est pas la même KT, ça reste. Ouais. Ouais, tout le monde. McGregor, il vient de le battre 2 fois. Il l'a battu 2 fois. Et tout ça, en fait, à mon sens, par contre, là, le gros poids. Arrête de te gratter, ça fait du jeu dans le micro. Excuse-moi. Qu'est-ce que je veux dire? Le truc, c'est que ça lui a donné une expérience de dingue. C'est par rapport à Oliveira, par contre, là où il aura beaucoup plus de force que lui, c'est sur l'expérience. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il a plus ou moins tout connu. Ouais, tous les styles. Même si force est de constater que, encore une fois, dans cette catégorie-là, des profils comme Charles Oliveira, il n'y en a pas énormément. Est-ce qu'il a affronté... Ah, attends, j'ai un doute. Est-ce qu'il a affronté Ferguson? Je suis pas sûr. Non. Il l'a pas affronté. Ouais, donc comme un Khabib, c'est pareil. C'est un style qu'il a jamais affronté véritablement. Donc ça va être aussi pour lui une grosse découverte. Donc voilà. Ouais, c'est vrai qu'il a affronté aucun grappleur d'élite. Hein. Non. Donc j'ai hâte de voir ça, de voir comment il va gérer la situation. Dernière chose aussi qu'on peut dire dans les à côté pour ce monsieur Dustin Poirier, c'est qu'ils vendent la sauce piquante. Non, je rigole. Rien à voir. Non, ça va lui donner un peps de ouf. Non, mais c'est vrai, hein. C'est vrai qu'ils vendent la sauce piquante. C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, mais ça n'a rien à voir avec le à côté. C'est la gestion de son poids. Là, on l'a vu, en fait, depuis un petit moment. C'est un lourd parmi les lourds dans la KT. Pour le coup, c'est plus le combattant qui fait un petit cutting. C'est un combattant qui fait un gros cutting et qui reprend énormément de poids. Encore une fois, je m'en souviens plus. On en avait parlé la dernière fois. Je sais plus combien il prend, mais je crois qu'il prend, il prend plus de 10 kilos entre le jour de la pesée et le lendemain. Ouais. Il est aux alentours de 80-82, je crois, le jour du combat. Si c'est pas plus, je me demande si c'était pas 84. Si c'est pas plus. Bref. On en avait parlé et c'est vrai qu'il me semble que tu m'avais dit que c'était 84. Ouais, je crois que c'est 84 kilos. Et donc, c'est 84 kilos qui lui confèrent une puissance extraordinaire. Pour le coup, c'est ça qui fait aussi sa violence dans la cage, c'est qu'il est lourd, mais il est lourd massif, quoi. C'est pas lourd pâteau. C'est vraiment, pour le coup, ça lui confère un avantage de puissance, vraiment fort dans la cage le jour du combat. Donc voyons voir comment Charles Oliveira va gérer l'affaire, parce que lui c'est pas son cas. Lui c'est petit cutting tranquille, et puis il fait son rebond classique, et puis voilà. Après si ça va au sol, au sol ça jouera pas. C'est pas un gros lightweight. Non. Au sol ça jouera pas, mais par contre c'est dans la partie debout où ça peut faire une vraie différence dans les échanges en boxe. Bon. Ouais. Game plan. La partie qu'on attend tous avant le prono. Le game plan, il est clair. Hein. Pour le coup, là, il est assez clair, le game plan. Il y en a un qui doit aller au sol, l'autre qui doit rester debout. Maintenant, comment y arriver? Jamy, vas-y, explique-nous comment il va y arriver. Non, moi déjà, la première des choses que j'ai mis dans le game plan, c'est plutôt sur un aspect psychologique. Pour Oliveira, en fait. Poirier, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que de toute façon, si on balaye Poirier d'un revers de manche, pour la question game plan, lui, il va faire ce qu'il sait faire le mieux, donc il va amener son adversaire en eau profonde, il va capitaliser sur des crochets. Moi, à mon sens, il doit capitaliser sur les crochets, parce que c'est là la faille, dans la brèche, dans la garde d'Oliveira. Et donc voilà, c'est ça que je vois. Et
éviter le sol. Voilà, travailler ses défenses en lutte. Et travailler pour lui, c'est le fait de se relever très rapidement et en toute sécurité si ça va au sol. Voilà. Ouais. Son game plan, de toute façon, il va pas l'inventer. Il a un style qu'il a peaufiné avec le temps. Il va pas le changer du jour au lendemain. Non. Oliveira, c'est un peu vrai aussi, mais il peut adapter certaines choses pour être efficace face à Poirier, plus efficace face à Poirier. Et la première des choses, c'est l'état d'esprit. Il faut être prêt à voir son sang couler. Si t'es pas prêt à ça, si t'es pas prêt à sortir avec une tête en 3D, faut pas affronter Poirier. Vraiment. Ouais. Poirier, il aime trop la guerre. C'est ça. Donc, quand on voit, je vous l'ai dit tout à l'heure, le combat sur lequel je me suis inspiré pour ce combat-là, c'est contre Dan Hooker. Longiligne, il utilise ses front kicks, il a une belle boxe qui n'a rien à voir avec celle d'Oliveira, on est d'accord, hein, c'est pas du tout le même style, mais il a réussi à mettre en difficulté quand même Poirier, puisque la décision est partie du côté de Poirier, mais ça aurait pu être toute autre décision. Il a fait le taf. Même plus qu'en difficulté, hein. Au deuxième round, je crois, vers la fin du deuxième round, il a 2 doigts de le finir quasiment. Il a 2 doigts de le finir. Il touche durement l'arbitre, il s'avance et il est sauvé par le gong. Après, je sais pas s'il l'aurait fini parce qu'il est vachement résistant, Poirier, mais c'est pas passé loin. Non, mais il tirait la langue. Hein. Entre les rounds, il tirait la langue. Le rythme, il était fort. Et en vrai, Poirier, il faut lui rentrer dedans. Il faut y aller, il faut aller à la guerre. Il faut pas avoir peur d'aller à la guerre. Donc, mais intelligente, bien sûr. Pas n'importe comment. Il faut que ça soit codifié, mais il faut être prêt à prendre la foudre. Donc déjà, c'est le premier aspect. Je suis le coach d'Oliveira. Je lui dis, écoute, tu vas prendre cher. Et il faut que tu l'acceptes. Donc, il y a un travail psychologique à faire. Après, ce qu'il faut, il va falloir qu'il utilise effectivement ses front kicks. Poirier shift, il aime bien casser la distance. Oliveira, il a plus d'allonge. Alors, rentrer en anglaise avec lui, à mon sens, c'est compliqué. C'est compliqué. Je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est compliqué parce qu'il va accepter, il peut même accepter de prendre le jab et envoyer le crochet à ce moment-là. Exactement. Donc, il faut pas le faire, mais il faut compliqué. bien le travailler, quoi. Il faut bien le travailler, il faut que tu sois sûr de tes enchaînements et il faut que et à mon sens là, il aurait tout intérêt en fait à faire des combinaisons, tu vois, à sortir de ses frappes isolées de jambes et lui Oliveira jusqu'à maintenant il dissocie limite les frappes de jambes des frappes de poing. Soit il va faire un enchaînement en boxe, soit il va faire un enchaînement ou surtout une frappe isolée avec ses jambes. Il a tout intérêt à venir, et s'il veut envoyer ses points, à commencer par une attaque de jambes. Front kick, low kick. Le low kick peut bien fonctionner. Parce qu'on a vu qu'il était puissant sur ses low kicks. Hein. Le low kick qu'il met à Chandler où il le fait chuter, il est très très puissant sur ses low kicks. Il frappe fort, Oliveira. Donc envoyer un low kick qui déstabilise, qui casse la structure de Poirier pour l'empêcher de venir justement te contrer sur ton attaque d'anglaise, ça peut être très intéressant. Et envoyer ses points. Donc il va falloir qu'il crée de la combinaison. J'ai du mal à le voir faire ça. Je suis vraiment pas convaincu. J'ai du mal à le voir envoyer des low kicks en fait. La garde, elle est compliquée, franchement. Hein. Comme on disait, Poirier, il est vicieux en plus. Tu sais, quand il va shooter, juste le petit décalage pour mettre le genou. Oui. Je sais pas, j'ai du mal à le voir envoyer des low kicks. Plus middle, même high kick. Mais des low kicks, c'est un gros risque, je trouve. C'est un risque, sauf s'il arrive à trouver son placement, son positionnement. Tu sais, c'est comme tout, hein. C'est risqué jusqu'à ce que tu trouves ton positionnement et que tu envoies. De tout temps, t'as eu des boxeurs droitiers qui ont mis des low kicks à des gauchers et vice versa, tu vois. Il faut juste trouver le bon placement. Le bon enchaînement, le bon placement. C'est pas impossible. C'est plus compliqué que quand t'es dans la même garde, mais c'est pas impossible. Donc voilà. Et il va falloir qu'il lutte. En fait, il va falloir qu'il lutte, et il va falloir qu'il profite en fait du chaos créé par Poirier. Tu vois,
pour justement aller chercher sa lutte. Soit c'est lui qui doit lui rentrer dedans, tu sais, pour que vraiment le surclasser en boxe pour obliger Poirier à shooter. J'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le voir. Par contre, moi je le vois aspirer Poirier sur son entrée. C'est ça. Quand il va shifter, justement pour envoyer son bras arrière, c'est là qu'il faut qu'il rentre. Et je pense qu'il a le timing. Surtout que quand il est parti, Poirier, quand il part, vraiment il pense qu'au visage. Il enchaîne, il mitraille. Ouais, il veut mitraille. frapper à la tête. Exactement, il veut frapper à la tête et surtout il engage vachement. Tu sais, quand il envoie ses frappes Poirier, il a le corps qui part très en avant. Donc forcément. Il y a même un moment sur le combat avec Dan Hooker où carrément il envoie un crochet tellement large, Dan Hooker il passe en dessous, il est dans son dos. Oui. Tellement il tourne son dos quand il envoie sa frappe. Exactement, oui, l'enchaînement il est magnifique d'ailleurs, où il vient le saisir à la nuque et frac, il passe directement dans le dos. C'est vrai que c'était un putain d'enchaînement celui-là aussi. Mais en tout cas, effectivement, il surengage énormément sur ses frappes. Et donc, ce qui est bien quand tu as le bon timing pour partir dans les jambes, et c'est là où je pense qu'Oliveira il a sa carte à jouer, c'est que vu qu'il a surengagé et qu'il est le corps en avant, quand il va shooter, en fait, il va passer tout de suite sous le centre de gravité. Donc ça va être très facile de l'emmener, et en plus de ça, tu minimises le risque de guillotine. Donc, oui, puisqu'il a les bras de l'autre côté, vu qu'il vient d'envoyer son crochet. Exactement. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est éviter la mi-distance. Donc il a deux possibilités. Il reste à distance avec son allonge, il envoie des front kicks, il prépare ses attaques de poing avec une attaque de jambe. En tout cas, c'est ce que je lui conseillerais si j'étais dans son coin. Et il peut très bien aussi chercher à casser la distance avec ses coups de folie où il va envoyer un coup de genou sauté pour venir au clinch. Tu sais, s'il veut amener au sol, il peut aussi aller chercher cette opportunité-là de venir au clinch en cassant la distance, mais en cassant la distance, pas en avançant, mais en sautant. Tu vois, il saute, il envoie son enchaînement et puis il vient saisir son clinch de box taille, il envoie quelques genoux, quelques coudes et il en profite pour essayer de venir ceinturer. Tu vois, comme il sait très bien le faire. Par contre, s'il veut partir en lutte à distance, il faut qu'il profite du moment où Poirier va chercher à créer le chaos. Dans tous les cas, attendre son shift en fait. Quand il avance, tu passes en dessous. Donc dans tous les cas, il doit être à 2 distances sur les 3. La distance longue, la distance courte. Et entre les deux, il faut qu'il évite de passer trop de temps entre les deux. Dans la distance anglaise quoi. C'est ça. Donc voilà le game plan que je verrai pour lui. Après on verra ce qu'il va faire, mais à mon sens c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Capitaliser sur son allonge. Il y a un petit point quand même sur Oliveira, c'est qu'il a jamais vu de 4ème round. Non, il a jamais vu de 4ème round, mais donc on sait pas ce que ça donne. Après, je pense qu'il a le cardio sur son combat contre Ferguson, ça va au 3ème round, il a été très actif et on voit qu'il est encore là. Ouais, non, je pense que j'ai aucun doute. Bon, après, il dominait, donc c'est autre chose. Quand tu domines, c'est pas la même gestion de l'énergie. C'est vrai, je te l'accorde, mais c'est que tu vois un Poirier à la fin du 2ème round tu sens qu'il est cramé contre Hooker. Il revient, il va jusqu'au 5ème round. Il est toujours actif. Ouais. Mais voilà, pour le c'est coup, pas rare. Tu sais que Poirier 5 rounds, c'est facile. Mais c'est pas rare de le voir tirer des fois la langue. Enfin, tu vois, d'être dans un état de... Enfin, visuellement, t'as l'impression qu'il est fatigué et puis en fait, il va jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire pour Poirier. Et au round d'après, il revient. C'est ouf. Ouais, il a un mental de fou. Tu vois, ça on le sait. Sur Poirier, c'est acté. Maintenant, sur Oliveira, il y a une inconnue quand même. Ouais, mais je pense qu'il a le cardio pour. Déjà, il a le physique. Tu sais, t'as des physiques qui crament plus d'énergie que d'autres. Oliveira, il est pas musculeux. Il est pas musculeux. Il a, tu sais, si tu devais comparer à un autre sport, il a un physique de marathonien, tu vois. Ouais. Il a un physique à la Tony Ferguson, tu vois, par exemple. Donc c'est des physiques. Il avait un cardio de ouf. C'est des physiques qui sont durables, tu vois, sur la durée. Enfin, qui sont durables sur la durée. Ça c'est une phrase de 2h13 du matin. Il est durable sur la durée. Donc non, mais pour le non, tu sens que c'est pas un physique qui va le cramer, tu vois. Il peut tenir. Franchement, honnêtement, même si il peut tenir, mais ça dépend de son activité. Il a pas. Est-ce qu'il peut tenir une guerre comme Poirier met, avec un rythme pareil? C'est une autre histoire. Alors, tu vois, justement, je pense que si ça s'arrête avant,
Je pense pas que ça sera un défaut de cardio. Je pense que c'est parce qu'il se fera toucher et qu'il y aura un arrêt de l'arbitre. Mais je pense pas que ça sera le cardio qui lui fera défaut. C'est juste qu'il se fera toucher, il se fera surclasser avec la boxe. Tu vois. Mais niveau cardio, je pense qu'il peut tenir à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais je le sens à 99% qu'il peut tenir à l'aise les 5 rounds sans problème. Déjà, il sera très très bien préparé. Ça, c'est sûr et certain. C'est quelqu'un de très professionnel. Il sera très très bien préparé. Et honnêtement, déjà, il a déjà pas un physique énergivore. Il a pas un style énergivore. Au sol, il est tellement à l'aise qu'il crame pas d'énergie. En lutte, de toute façon, c'est pas de la lutte en enchaînement, tu sais, où il va tenir des positions de lutte pendant des heures. Il vient, il rentre, soit ça passe pas. Si ça passe pas, il passe à autre chose, tu vois. Et en boxe, c'est pareil. Il fait pas de gros enchaînements. Frappe isolée, 3 coups maximum dans ses enchaînements. Donc c'est pas quelqu'un qui va envoyer du volume et du volume et du volume comme un Poirier, tu vois. Donc ouais, moi je te parle pas de son attaque. Non, tu parles de sa défense. Tu parles de sa défense. Je te parle de ce qu'il va subir. Ouais, mais ce qu'il va subir. Tu sais que quand tu subis les frappes, tu te fatigues encore plus que quand tu les mets quand c'est toi qui les mets. Bien sûr. Mais je pense que ce qui fera craquer, c'est pas le physique. Je pense que c'est juste l'accumulation de coups. Mais je pense pas qu'il tirera la langue pour le coup. On verra, hein. On peut être surpris, mais. Ouais, de toute façon, ça, c'est une inconnue, donc on verra. Ouais. De toute façon, j'ai du mal à voir ce combat aller au terme. D'un côté comme de l'autre. Ouais, je pense pas. Donc, non, je pense pas. Donc, justement, belle transition pour parler de pronostic. On a un des meilleurs finisseurs debout contre le meilleur finisseur au sol. Ouais. Alors, déjà. Pronostic. Déjà, moi, alors, j'ai fait un triptyque. Non, si ça va à la décision, parce que j'ai du mal à croire, je vois une décision de Poirier. Ok. Parce que, à moins que Oliveira arrive à garder Poirier au sol sur 5 rounds, tu sais, à chaque round à l'amener à capitaliser sur le sol. Mais honnêtement, s'il arrive à faire ça, je veux bien croire en la défense de Poirier, mais j'ai du mal à croire que sur 5 rounds, il ne trouve pas l'opportunité de se mettre. Finaliser. Voilà. Donc si ça va à la décision, c'est parce que Poirier n'aurait pas réussi à finaliser en boxe Oliveira. Et donc je le verrai gagner. Maintenant, j'y crois pas une seule seconde. Après, il y a deux choses. Il y a ce qui paraît logique pour la plupart des gens, et il y a le pronostic que je vais donner. Ce qui paraît logique pour la plupart des gens, et je pense que c'est fort possible que ça puisse arriver, c'est TKO, 4e round, à l'usure pour Poirier. Enfin, Poirier qui mettrait le TKO, hein, on est d'accord, hein, pas l'inverse. 4e round, ça me paraît pas mal. 3e ou 4e, tu vois, j'hésitais entre les deux. C'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui va t'éteindre la lumière, il t'a à l'usure, donc c'est pas déconnant de le voir aller. En fait, il prend aussi des informations, tu vois, il trouve la faille au fur et à mesure chez l'adversaire et après il capitalise dessus. Donc 3e ou 4e round, il peut éteindre la lumière entre guillemets, il peut y avoir un arrêt de l'arbitre. Je le vois pas forcément mettre un KO, mais tu vois, un arrêt de l'arbitre en la faveur de Poirier. Maintenant, ouais. Moi, j'aime à croire, et je pense que c'est tout à fait faisable et possible, que Oliveira soumette au 2e round Poirier. Au 2e round. Et c'est le pronostic que je vais mettre sur PronoFight, parce que vous savez qu'on met nos pronostics sur PronoFight depuis qu'il nous a invités à le faire, et c'est très marrant de le faire. Bon, ça fait un peu plus de temps d'analyse sur chaque combat, mais en tout cas voilà. Donc si jamais vous avez envie de jouer avec nous, n'hésitez pas à y aller. Pronofight.com, une petite plateforme, vous loguez, enfin vous créez, identifiez en mot de passe. Il y a un classement. Chaque événement, tous les week-ends, vous pouvez faire vos pronostics. Et il y a... Il offre un voyage pour le meilleur, c'est ça ? Ah, je sais pas. Oh là, tu es en train de le mettre dans une sauce là, si c'est pas le cas. Non, mais... non, je rigole. Hein. Il offre $1 million pour celui qui gagnera en fin de saison. Non, calmez-vous les gars, calmez-vous. Il n'y a rien du tout. Il vient de supprimer... Je vois qu'il vient de supprimer nos comptes. Non, mais en tout cas, voilà, il y a un classement à chaque événement et un classement global
d'accord, sur la durée. Et puis voilà, c'est marrant de participer à ça. Donc on est en concurrence, Rolly et moi. Donc voilà, on vous invite à venir jouer avec nous. Et donc je mettrai ce Eh pronostic. ben écoute, Moi, on sera pas en concurrence sur ce combat parce qu'on est. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. ouais. Moi, je pense que c'est vraiment le moment de Charles Oliveira. Je pense qu'il a atteint son pic de forme, son pic de maturité, tout. Pour moi, il va. Franchement, je pense qu'il va survoler. Je l'imagine survoler le combat. Peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, je le vois au-dessus. Mais même debout, en fait. Ah, Même même debout, je le debout. vois. Quand je dis même debout, faut pas que ça s'éternise. Si ça reste que du striking, non. Mais je le vois pas vraiment en dessous de Poirier. Je le vois faire mal, je le vois kicker, je le vois mettre des high kicks, je le vois mettre des genoux. J'arrive à le voir faire mal à Poirier. Et en plus, il frappe très fort. Hein. Oliveira, il frappe très fort. Ah bien sûr, bien sûr. Bah c'est pas déconnant, hein. De toute façon Poirier c'est pas quelqu'un qui se fait jamais toucher. Hein. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un Ouais. mec qui est inébranlable, qui a une boxe où il survole tout. C'est pas le McGregor des grands jours, tu vois, où le mec tu pouvais pas le toucher, tu vois ce que je veux dire. C'est effectivement, Ça va avec son style, c'est la guerre. ouais, il va à la guerre, Donc il prend des coups. exactement. Il accepte de prendre des coups. Sauf que, on l'a dit, c'est vrai, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Oliveira, c'est quelqu'un qui a un physique dur. Enfin, ça se voit visuellement, il a un physique dur, donc il peut faire mal, effectivement, il peut faire mal. Donc, Il peut faire mal. Poirier, il a fait beaucoup de guerre. Franchement, on dit souvent que le menton d'un combattant, on sait pas à quel moment il va disparaître. Il a fait beaucoup de guerre, Poirier. ouais, mais par contre, là, pour le coup, j'ai du mal il y a eu aucun signe qui montrait que son menton, il était ébranlé. Encore, pour Ouais, l'instant. mais c'est souvent comme ça. Hein. Il y a rarement des signes avant. Oh, Tu sais, d'un combat à ouais. l'autre, un combattant, il change. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai du mal à y croire. Je sais pas que c'est pas possible, mais j'ai du mal à y croire. Mais de là, par contre, à toucher... Moi non plus, je dis pas que c'est le cas. Oui, oui. Je dis pas que c'est le cas. Mais pour moi, c'est vraiment l'heure de Charles Oliveira. Ouais. Par contre, de là à toucher assez durement pour forcer Poirier à descendre dans les jambes, ça, c'est possible. Ouais. Tu vois, comme ça a été le cas face à Hooker, où il a cherché des fois à descendre dans les jambes parce qu'il a pris beaucoup de coups aussi. Parce qu'il voulait respirer. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'en pouvait plus. Après, Oliveira, je le vois pas mettre autant de volume que Hooker. Tu vois, c'est pas le même style. Non, pour moi, en fait, moi, je le vois toucher et tout de suite partir dans les jambes. Je pense que ça va être ça. Ouais. Je pense que s'il arrive à le toucher, c'est pour l'amener au sol. Ouais. Ah, mais de toute façon, sa stratégie, je pense que ça va être comme contre Chandler. Hein. C'est de chercher à finaliser. Hein. Il aurait tort de faire autre chose, de toute façon. Bah oui, on est d'accord. Donc, tu penses aussi soumission d'Oliveira et le round, pareil Ouais. Deuxième round. Deuxième round, ouais. Ouais, je pense que c'est pas déconnant. Hein. Deuxième round, c'est pas déconnant dans le sens où il prend ses marques dans le premier, deuxième, il finalise. Il l'use, quitte à même l'amener déjà, parce qu'on sait qu'il est résistant au sol. Moi, c'est ça aussi que je me suis dit, il est résistant Pour moi, au il y sol. aura une amenée dès le premier round. Ouais. Et il va l'user, il va le fatiguer dans le premier round, il va peut-être pas le soumettre. Et puis, deuxième, il va y aller, il va finaliser. Après, bon, il a tenu 4 rounds, 3 ou 4 rounds face à Khabib. C'est pas le même style. Mais c'est pas le même style. C'est pas pareil. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la même manière de soumettre. Donc ouais, moi je vois aussi deuxième round Oliveira. Donc on est d'accord. On se tirera pas la bourre sur ce pronostic là. Et je vais pousser un peu. Vas-y. Tu vois quoi comme soumission? Ouh, monsieur et joueur. Monsieur et joueur. Je vois quoi comme soumission? Ah, alors là, tu me poses une vraie colle. Allez, le dos. Étranglement dans le dos. Rear naked choke. Ok. Ouais, c'est la plus logique. C'est la plus logique parce qu'il y a un moment, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, où Poirier va chercher à se relever, et il va capitaliser, il va prendre le dos, il va étrangler. Là où il n'a pas réussi à étrangler un Chandler qui a eu une défense extraordinaire sur cette soumission, tentative de soumission, je pense qu'avec Poirier, c'est possible qu'il puisse l'étrangler dans le dos. Ouais, c'est vrai. Moi, j'hésite.
T'hésites avec quoi? Mais ouais, la plus logique, ça serait l'étranglement dans le dos. Je sais pas, je vois bien une guillotine dans un scramble. Une guillotine dans un scramble. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je le vois bien choper la guillotine. Ouais. Réponse. Les deux sont possibles. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Ça va être très intéressant. Honnêtement, les gars et les filles, parce qu'on a des filles qui nous écoutent aussi, je le vois. Je le vois dans les petites statistiques. Ça va être un combat. C'est un combat à voir. Pour le coup, c'est un combat à voir. Il est très excitant, vraiment très excitant. Là, moi, je suis comme un fou déjà à faire cette analyse pronostique. Je suis très content. C'est aussi pour ça qu'on a commencé à faire ces analyses pronostiques. C'est parce que c'est pour ce genre de combat où on en parlait pendant des heures. Et là, au moins, voilà, on en parle pendant des heures, mais avec vous. Et j'ai vraiment hâte de voir ce combat. Il va être fabuleux. C'est impossible qu'on s'ennuie sur ce combat-là. Bah déjà, tous les combats de Poirier et d'Oliveira. C'est des guerres. Et d'Oliveira. Et Oliveira, tous ces combats, ils cherchent à soumettre. Ouais. Donc il y a de l'action. Donc ça va être exceptionnel. Il y a 95% de chances que ça n'aille pas au bout. Ouais. Et puis franchement, honnêtement, il n'y a aucune chance pour que ce soit nul, que ce soit chiant. Non. Je vois pas comment ça pourrait être chiant. Je vois pas. Impossible. Donc, alors, restez éveillé ou pas, mais en tout cas, regardez-le le plus vite possible le lendemain, parce que ça va être extraordinaire. Moi, il y a peu de chances que je reste éveillé, mais comme d'habitude. Mais par contre, dès le lendemain matin, la première chose que je fais, je regarderai pas de réseaux sociaux, rien du tout, et je le regarde en replay, et c'est parti, quoi, parce que voilà, ça va être fabuleux. Faut le voir. Ça, faudra le voir pour le croire. Plus rien à ajouter. Ça se trouve, ça va être nul. T'imagines, il se blesse au premier round. T'imagines, il n'y a même pas le combat, il y a un Covid. Oh putain. Moi, je pronostique Covid d'Oliveira. D'un membre de l'équipe d'Oliveira le vendredi. Oh là là. Et toi, tu me fais peur. Et toi, tu pronostiques quoi? Il monte moi, je pense que il monte sur le podium, tu sais, pour se peser, il se tord la cheville. Oh, arrête, porte pas la poisse. Non, justement. J'imagine c'est le nouveau combat maudit. Oh putain. Non, parce qu'ils chercheront peut-être pas à le refaire, celui-là. Pour le coup. Je sais pas. Bah ouais. Ouais, ils vont pas chercher à le refaire. Donc, Poirier, il est en fin de carrière, là, faut pas l'oublier, hein, il a pas de temps à perdre. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, on a tout dit. Voilà, suite au prochain épisode. Le prochain épisode, ça sera le petit retour que je vous ferai par écrit suite au combat. Donc voilà, j'ai hâte de faire ce retour, j'ai hâte de voir ce combat. Ça va être exceptionnel. Dites-nous votre prono. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à nous dire votre prono en commentaire. N'hésitez toujours pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager. Partagez. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager le podcast et à le faire découvrir au plus grand nombre. J'attends vos commentaires sur Facebook et sur YouTube avec impatience. On a nos habitués maintenant, donc voilà, on échangera avec vous avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager, à nous donner votre avis, vos pronostics. Et puis, rendez-vous dimanche pour le résultat. Bon, ça roule. Il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Ciao!